qui va être fait avec les animaux et notamment ce qui va être parfois fait avec les enfants, où en fait t'as l'impression que c'est un truc trop cute, mais en fait c'est pas vrai. Et là, mes YouTube, je me suis pris une vague de commentaires, C'est vrai mais de haine, que ce soit pour moi ou beaucoup sur Alice. Si tu me demandes c'est quoi mon but avec June, c'est d'avoir 3% du marché mondial sur les jeunes et sur les Et bébés. c'est le côté frustrant un peu de notre métier d'entrepreneur. La plupart du temps, notre vie, elle est dure en fait. Ouais. Mais on pourrait jamais faire autre chose en fait. C'est ça qui est ouf. J'ai discuté avec Alice sur WhatsApp qui me disait t'as pas assez de nana dans ton podcast, voici une regarde, liste. les Caroles. Et donc tu étais dedans. Et je fais bah écoute, il y a Carole qui arrive dans 5 minutes. On est bon? Là ça règle déjà? Bon, vas-y, on commence direct comme ça. Hein. Moi, j'ai aucune. Je crois que c'est la chose la plus dure dans ma stratégie en termes de com, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'astreindre à une stratégie de contenu. Parce que maintenant, c'est devenu un métier à part entière. Et en fait, je suis tellement opérationnelle dans ma boîte que de me dire tous les jours, il faut poster un truc, c'est un réseau social qui me coûte pas trop. Donc, typiquement, faire des stories sur Instagram où je montre... Les gens ont l'impression que je montre toute ma vie sur Instagram, alors que c'est totalement faux. Je montre ma vie en tant qu'entrepreneur. Ouais. Je montre la tranche de ma vie de maman qui est un peu multitask. Je montre jamais ma vie perso. Je vais monter 2-3 teufs quand j'ai exclusivement des potes de l'écosystème, donc des gens qui ont aussi entre guillemets une image publique. Mais ça me coûte rien. Tu vois, je veux dire, là, dans la journée, je vais te faire 10 stories. Les gens me disent comment tu fais? Ça me prend 0 temps. Alors que moi, ça me coûterait de faire des stories, tu vois. Ouais, tu vois, mais en plus, J'ai j'ai pas fait le en réflexe, moi, de asynchrone. filmer. C'est-à-dire que je vais faire des stories, tu vois, je vais faire des photos ou des vidéos dans la journée. Et genre, quand je vais aux toilettes, tu vois, je dis, OK, qu'est-ce que je poste? Et donc là, je vais poster, tu vas avoir des batchs où, en gros, je vais avoir genre 4 heures de la journée postées dans les mêmes 3 minutes. Parce que je les poste à ce moment-là. Bah, tu sais qu'en fait, LinkedIn, c'est exactement le même processus, en fait. Il faut écrire. Oui, après, en plus, c'est pas à toi que je vais dire ça, parce qu'on va en parler pendant le podcast, mais écrire, c'est un truc que tu kiffes. Qui écrit. C'est facile d'écrire. Oui, c'est facile, mais il faut avoir... Enfin, moi, le truc qui m'angoisse sur LinkedIn, j'ai essayé. J'ai essayé de faire la stratégie de contenu, parce qu'à la base, j'avais un blog, dont j'écrivais genre 1 fois par semaine sur mon blog. Et en fait, le truc qui m'angoisse, c'était plutôt de réussir à écrire un truc pertinent tous les jours, qui faisait pas un peu bullshit. Et c'est ça, moi, qui me gênait. Et après, c'est vrai que LinkedIn, ça revient un peu, tu sais, à cette phrase un peu moche. Comme j'étais prof, c'est une phrase qui me dérangeait. Mais en anglais, on dit « those who can't teach ». Ouais. Et pour moi, les gens sur LinkedIn qui mettaient des grands posts sur toutes les choses incroyables à faire, c'était ceux qui ne les faisaient pas. Après, tu peux faire le choix de ne pas faire ce type de post. Oui, mais c'est quand même un truc qu'on voit beaucoup sur LinkedIn. Tu as beaucoup de coachs qui viennent te raconter des milliards de trucs alors qu'ils ont eu 3 clients dans leur vie. Tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont monté une boîte qui a fait 250 000 balles de chiffre d'affaires en 6 ans, qui viennent t'expliquer comment monter une boîte. Et en vrai, ils peuvent. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce que ta boîte n'a pas été un succès planétaire que ton expérience, elle vaut rien et que ton avis, il est inintéressant. Mais je dirais, c'est peut-être un petit peu je sais pas si c'est la limite des réseaux sociaux, mais il y a un truc en moi, comme je viens du monde universitaire, qui dit, dans le monde universitaire, c'est particulier parce que quand tu publies un truc, genre tu publies un article, et en fait, l'article n'est publié que s'il est ce qu'on appelle peer-reviewed, c'est-à-dire il est lu par des pairs. Donc, et il est validé surtout. C'est exactement ça. Il est lu par des pairs, donc d'autres profs de la même catégorie que toi, qui lisent le truc et qui soient d'accord ou pas d'accord, qui à minima valident la méthodologie et valident la théorie, pas dans ce qu'elle contient, mais dans la construction de ta théorie. Et donc, ce qui fait que n'importe quel article universitaire, d'où les scandales quand tu as des articles médicaux qui sortent et en gros qui te mettent un peu du bullshit dedans. Mais le fait est que l'article qui est publié correspond à une méthodologie, à une rigueur qui est vraiment, d'un point de vue universitaire, validée. Et ça, c'est à mon sens le degré maximum de la qualité de l'information que tu vas trouver. Donc typiquement, quand j'ai besoin de faire de la recherche, quand j'ai besoin d'avoir une information, genre... un exemple tout bête, chez June, on ne met jamais d'huile d'amande douce dans les produits pour femmes enceintes parce que, d'un point de vue universitaire, tu as des journaux de sciences médicales aux États-Unis,
et un peu ailleurs dans le monde qui te disent il y a un risque potentiel qui existe de transmission des allergènes aux fruits à coque in utero, donc pas d'huile d'amande douce sur les femmes enceintes. Et c'est pas un blog, c'est pas un journaliste, même sympathique, c'est un universitaire validé par d'autres universitaires qui a dit vous avez le droit de publier cette information. C'est un peu comme si aujourd'hui tu avais un journaliste qui écrivait un papier qui était validé avant qu'il soit publié par d'autres journalistes, d'autres papiers, parce que la peer review, c'est forcément des universitaires d'autres universités, parce que sinon c'est tes potes, donc ça marche pas. Et c'est un peu comme si une influenceuse ou un créateur de contenu sur LinkedIn, avant de faire un post sur LinkedIn, faisait valider son post par 5 autres gars qui n'étaient pas ses amis, qui eux aussi avaient des grosses communautés et qui disaient « on valide ce post ». Ça n'existe pas. En soi, le post, il est un peu validé après, en fait, post, quoi. Oui et non, parce que... Oui, mais il est validé par des likes, par des commentaires, mais il n'est pas, en fait, vérifié, c'est ça que tu dis, En fait, il n'est pas vérifié dans la qualité des informations que tu mets, parce que le truc, c'est quand tu es entrepreneur et que tu vois ce que postent les entrepreneurs sur LinkedIn, tu as une quantité d'informations qui sont fausses. Mais moi, j'ai tendance à penser que sur le long terme, les gens qui, comme tu dis, qui sont bullshit, qui racontent des choses fausses, qui extrapolent ou quoi, ça va pas perdurer, quoi. J'aimerais te dire ça. Mais c'est peut-être mon petit côté un peu naïf. Mais l'histoire démontre plein de trucs. Et c'est là où je trouve que la loi sur l'influence, elle est hyper intéressante. C'est que... Donc la loi sur l'influence, l'influence commerciale qui est sortie... Qui est passée en janvier ou décembre, hein ? Non, c'est le 9 juin 2023 qu'elle a été votée. Le 9 quoi ? 9 juin 2023. Ah, c'était déjà en janvier, mais il y a eu quelque chose là récemment aussi qui est... Bon, on ira vérifier après, on mettra... En tout cas, la loi qui réglemente, entre guillemets, l'influence, qui était... Donc, alors, je ne sais pas si elle a été votée ou validée, enfin... grosso modo, la date qu'on utilise, je crois que c'est le 9, ça serait pas le 6. Non, le 6 juin, c'est l'appel du général de Gaulle, non, c'est ça, le 6 juin. Donc, c'est le 9. Et donc, en gros, ça t'oblige à mettre collaboration commerciale, produits offerts, machin. Et bien, ça, c'est bien. Parce que avant ça, indépendamment des influenceuses de télé-réalité qui mettaient tout et n'importe quoi et qui te disaient pas des choses, t'avais quand même une petite frange de l'influence où c'était cool de faire style... que tu étais gifté par des marques incroyables, ou que c'était cool de ne pas dire que justement ces marques incroyables te payaient pour parler de quelque chose, ou que c'était cool de faire croire que cette marque pourrie t'avait envoyé un truc mais que tu l'avais vraiment de toi-même trouvé complètement génial et que t'en parlais de ton plein gré. Et en fait, le fait de pouvoir dire et d'assumer cette marque, qui est une marque moyenne, ou qui est une marque qui n'a pas une image incroyable, me paye pour parler d'un produit. Et je vais essayer de le faire de la meilleure manière possible. En fait, ça te rajoute une couche de transparence qui, je trouve, est indispensable. Et ça a aussi vachement responsabilisé les créateurs et créatrices de contenu dans le choix des marques, puisque maintenant, elles sont obligées de dire bah oui, en fait, ces produits m'ont été offerts. Parce que sur Instagram, c'est marqué en haut, contenu sponsorisé ou post sponsorisé. Alors, la loi... Collaboration commerciale, je ne sais plus ce que c'est noté. En fait, les contours de la loi, même maintenant qu'elle a été votée, sont un peu flous parce qu'il y a des petites zones d'ombre. Mais en gros, si tu as reçu le produit ou que tu as été payé pour parler de ce produit, mais en gros, si ce n'est pas un produit que tu as acheté toi-même, tu dois marquer collaboration commerciale. Ou alors, tu dois indiquer sur Instagram, par exemple, si c'est une story ou un post ou un Reels, tu as un outil, un petit widget, tu cliques dessus, indiquer collaboration commerciale. Donc, typiquement, moi, dès que c'est un truc qui m'a été offert, un voyage qui m'a été offert, un produit qui m'a été offert, ou même que je suis payée... Je crois que tu l'as fait récemment, d'ailleurs. Ah, mais je le fais, en fait... Tu as eu un voyage récemment comme ça ? Ouais, j'ai eu un voyage qui m'a été offert par je sais pas si je le rappelle pour le coup. J'arrive... Est-ce que j'ai le droit de dire ? C'était le Shangri-La à l'île Maurice. Et donc, en gros... Je mets pour tout le monde, que ce soit offert ou payé, ou payé très cher ou payé 50 balles, je mets toujours collaboration commerciale avec le widget d'Instagram. Comme ça, il n'y a pas de différence. Et en gros, les gens se disent ok, ça, c'est une collaboration commerciale. Voilà. Et j'ai jamais eu le moins de commentaires dessus. C'est ce que j'allais te demander, c'est quoi toi ton rapport en fait à l'influence, mais alors du coup des deux côtés, que ce soit par rapport à toi, Carole, ou par rapport même avec ta marque June, ou est-ce que vous utilisez l'influence ? Je suppose que oui. Alors, est-ce que c'est un canal d'acquisition que vous avez déjà testé et approuvé ? C'est deux sujets qui sont hyper distincts. Je commence par la partie la plus rapide, qui est la partie Carole. Je ne suis pas une créatrice de contenu, c'est pas mon métier. Moi, je suis CEO de ma boîte, je suis opérationnelle. J'ai une boîte qui vend des produits physiques, matériels, donc qui a une présence, entre guillemets, auprès du public qui est importante.
Et donc, de par ça et la stratégie de communication corporate qu'on a mise en place, les gens savent qui est Carole de June. C'est ce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer, de dire est-ce que les gens t'appellent encore Carole de June, quoi. Ouais, les gens m'appellent beaucoup Carole. Parce qu'en plus, comme tu t'appelles Carole Juge, ça ressemble aussi un peu. Ouais. Et donc, en fait, je ne suis pas créatrice de contenu. Et pendant très très longtemps, j'ai refusé d'être payée pour faire le moindre truc sur mes réseaux sociaux. Par contre, j'acceptais qu'on m'envoie des trucs gratos. Parce que, tu vois, que ce soit des grandes marques ou que ce soit des très jeunes marques, s'il y avait des trucs que je trouvais jolis et que ça pouvait, qu'on pouvait les montrer, les mettre en avant, c'était cool. Et moi, ça me permettait d'avoir une garde-robe sympa. Ça fait toujours plaisir, hein. Non, mais alors, c'est pas juste ça fait plaisir. Parce qu'en vrai, ça crée un autre problème qui est la responsabilité par rapport à la consommation de produits et de fringues. Donc, on a trouvé un autre... Enfin, il y a d'autres systèmes, donc typiquement avec des marques comme Bache ou Balzac, qui me prêtent des vestiaires. Donc, je peux emprunter toutes les fringues que je veux. Je les rends. Donc, comme ça, c'est pas des fringues que je garde. Et l'intérêt pour moi, c'est que, tu vois, notamment, je suis sur BFM toutes les semaines. Bah, c'est bien comme ça, je mets des fringues différentes toutes les semaines. Je n'ai jamais fait BFM 2 fois avec la même tenue. Ça peut paraître complètement bête, mais en fait, je trouve que c'est sympa aussi. Ça fait partie du truc. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait de me dire, ce sont des fringues qui me sont prêtées. Et j'ai pas une surconsommation de ces fringues. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu envoies des tonnes et des tonnes et des tonnes de fringues ? Bah, en fait, c'est des fringues que je mets 1 fois, 2 fois. Parfois, c'est même des fringues que je suis pas forcément... je me dis, c'est joli, mais c'est pas mon style ou c'est pas un truc que je reporterais forcément dans ma vie de tous les jours. Et donc, typiquement, c'est vrai que ces fringues-là, qu'est-ce que t'en fais après ? Bah, tu les donnes à tes copines, tu les donnes à ta sœur, tu les donnes à tes nièces. Ou alors, chose que moi, je me refuse à faire, c'est de les revendre en seconde main et de toucher moi de l'argent pour des produits qui m'ont été offerts, parce que je trouve ça vraiment très disgracieux. Donc en fait, j'aime bien qu'on me prête des fringues et qu'on me prête un vestiaire pour le mettre en avant. Le problème, c'est qu'en fait, à force d'avoir des demandes et à force d'avoir des gens qui te pushent des trucs, arrive un moment où tu te dis, c'est comme on te propose d'aller parler à une conférence, mais quand on te propose 20 fois, 40 fois d'aller parler à une conférence, à un moment, tu te dis, il faut faire un tri, je ne peux pas tout faire. Il y a ce que tu fais pour tes potes. Donc tu dis, bah, c'est mes potes, c'est la famille, tu ferais tout et n'importe quoi pour tes potes, donc je fais grosso modo tout et n'importe quoi pour mes potes. C'est pour ça que j'ai rejoint récemment Blast, parce qu'Anthony, c'est comme mon frère et que ça fait 8 ans qu'on se connaît. Donc j'ai rejoint son club. Voilà, il me l'a demandé, j'ai fait OK. En effet, c'est vrai que je t'ai vu sur les communications, on en parlera après. Là, ouais, non, mais tu vois, c'est des trucs très naturels. C'est la famille, vas-y, on fait ensemble, c'est sympa, on s'adore, faisons-le. Et après, le truc, c'est que quand tu commences à avoir trop de sollicitations, bah, soit c'est des trucs vraiment très coup de cœur. Donc typiquement, un exemple tout bête, c'est Chanel Beauté, que j'adore. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une expérience qui est toujours assez incroyable. Et ça me fait fondamentalement plaisir parce que c'est vraiment une marque qui est très belle et que j'aime beaucoup. Donc pareil, je le fais parce que ça me fait vraiment kiffer. Ouais. Et après, il y a toute entre guillemets, un grand arbre de marques qui sont très sympas, mais qui sont pour le coup trop nombreuses pour que tu puisses dire oui à tout le monde. Et donc en fait, il y a un moment où tu te dis, professionnalisons ça. Donc j'ai pris un agent. Et en fait, maintenant, c'est mon agent qui dit, bah, OK, donc si on fait une prise de parole, bah, on la fait payer. Pas parce que j'ai besoin d'argent, mais parce qu'en fait, si je veux le faire, comment je fais le tri, quoi. Pour ça que toi, pour ta partie influence et marque personnelle, tu as un agent, du coup. Est-ce que c'est la personne avec qui, du coup, j'ai échangé pour le podcast ou c'est encore une autre agence? Alors, ça dépend avec qui tu as échangé. Et mince, je ne me rappelle plus. Ben voilà. Parce que comme vous avez tous des agents ou quoi, et que vous êtes 12 cette semaine, je ne me rappelle plus qui est qui. Non, en fait, moi, j'ai une agence en communication corporate, qui est la même depuis 7 ans, qui s'appelle Image 7, qui est une grande agence de communication corporate, et grosso modo, qui gère toutes mes prises de parole d'un point de vue... je pense que c'est avec eux que j'ai parlé. Je pense que c'est avec eux que tu as échangé. Corporate, médias, etc. Donc si je dis Julie, non Julie, c'est mon assistante pour le coup. Et Julie bosse pour le coup très fort avec Image 7. Et ensuite, j'ai une autre agence pour la partie influence, qui en gros, quand il y a des marques qui veulent me rémunérer pour un projet, bah, c'est entre guillemets elle qui gère. Okay. Et tu as typiquement le Shangri-La, c'est plus cette partie-là, puisque c'était un truc un peu lifestyle. Moi, mon angle de communication, il est assez simple. C'est entrepreneur corporate, lifestyle, maman, mais pas je montre assez peu mon fils. Et plus il grandit, et moins je le montre. Quand il était tu joues moins le côté mompreneur ou pas? Bah,
En fait, le côté mumpreneur, j'étais entrepreneur avant d'être maman, en fait. J'ai pas de légitimité en tant que mumpreneur. J'aime vraiment beaucoup revendiquer le côté entrepreneur avec un E parce que je coche toutes les cases merdiques de l'entrepreneur femme. J'ai fait mes boîtes seule, j'avais pas de parcours en business, j'avais aucun réseau, j'avais pas un riche mari ou une riche famille pour me financer. Heureusement, tu es blanche. Donc du coup, celle-là, tu l'as cochée, cette case. Mais c'est la seule. Vraiment, c'est la seule. Et si, j'ai fait des longues études, mais j'ai fait des longues études publiques. Donc j'ai fait des longues études, tu vois, j'ai un doctorat en littérature américaine. Et pas business. C'est pas business. Pas business ou ingé. Exactement. Donc en fait, je suis hyper fière de ce côté femme entrepreneur. Et en fait, que je sois maman ou non, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est important que je sois maman. Enfin, c'est pas important que je sois maman. Mais ce que je veux dire, c'est que la communication autour du fait d'être maman, elle est utile par rapport aux produits que je vends. C'est-à-dire que typiquement, sur les réseaux sociaux de June, c'est moi qui vais animer certaines prises de parole. Ouais. Donc typiquement, quand on appelle ça les June Tips, comment faire pour endormir son bébé ? Est-ce que ton bébé a assez bien mangé ? À quel âge commencer la diversification alimentaire ? Maintenant que je suis maman, j'ai une forme de légitimité un peu différente pour promouvoir ça que j'avais pas forcément avant quand j'étais pas maman. C'est plus par rapport à ça où le fait d'être maman est utile entre guillemets et pour incarner du coup pour incarner plus la partie prise de parole médiatique sur le sujet de la parentalité. Okay. Et encore, je l'ai fait avant d'être maman et je me suis pas fait les gens étaient pas mécontents quoi. Mais c'est plus le monde dans lequel on vit et on grandit te pousse à professionnaliser plus cette partie-là, qui est la partie autour de la création de contenu. Et donc, c'est pas une décision volontaire. Je pense toujours plus d'argent avec mon métier qu'avec l'influence. Et je pense que si un jour, je faisais plus d'argent en tant qu'égérie ou ambassadrice qu'avec mon propre métier, ça serait un très, très gros warning dans ma tête. Ouais. Parce qu'en fait, mon métier, ce n'est pas d'être influenceuse ou créatrice de contenu, qui est un métier que je respecte infiniment, et on en reparlera après. Mais mon métier, c'est d'être CEO de June. Je suis la patronne de June et c'est ça mon job. Et c'est ça je bosse 80 heures par semaine sur ça. Je suis excessivement opérationnelle dans mon métier. J'aime énormément mon métier. Et donc, je tiens à être impliquée au quotidien dans mon job. Et donc, c'est vrai que je pense que si la barrière, elle s'inversait, ça me mettrait un petit coup de dire « Waouh, est-ce que là, tu te disperses pas trop ?» Ouais, alors ça, moi, c'est le côté dispersion, en effet. Que j'ai le droit de boire vu que c'est une gourde avec tu as tous les droits dans ce podcast. Moi aussi, j'ai ma bouteille juste en dessous. C'est vrai qu'on nique un peu ma gourde et en fait... On nique un peu leur setup avec nos bouteilles en plastoc. Désolée, j'ai oublié ma gourde parce qu'on a des gourdes de June. Ouais. Et en fait, j'ai oublié ma gourde, donc j'ai pris cette grosse bouteille. Je suis désolée. Ouais, moi, pareil, je suis obligé de boire beaucoup d'eau pendant les podcasts. C'est terrible. Et du coup, il y avait la deuxième partie de la question qui était du coup et ton regard sur l'influence, mais là du coup plutôt encore une fois de l'autre côté, côté utilisation de l'influence pour ta marque. Écoute, l'influence. On n'a toujours pas dit qui tu étais, qui était June, mais en fait on va partir du principe que les gens ils peuvent aller regarder en même temps sur Google. On en parlera après. Non mais en fait l'influence, nous, c'est un métier qu'on connaît bien puisque on a commencé vraiment il y a 7 ans maintenant. Ouais. On faisait partie des premières marques influentes sur Instagram. À l'époque, il y avait Instagram principalement et pas mal Facebook. Et en fait, comme on avait un produit qui répondait à 3 critères, c'est-à-dire il était plus transparent et il avait de meilleures performances en termes de toxicité que les produits qui existaient sur le marché. En même temps, il était plus pratique. Donc ça, c'est des trucs un peu... C'est très sérieux, c'est très pratique. Et j'ai toujours dit, non, troisième composante, ça doit être très cute, ça doit être très mignon. On va amener un truc très lifestyle pour rendre ce produit qui est sinon assez fade et pas très intéressant. Côté petit vraiment chaton, quoi. Cute, exactement. Et donc, la verticale de c'est beau et c'est sympa, c'était Instagram. Donc, on l'a pas mal utilisé sur Facebook et ça a en vérité très bien marché sur Facebook, qui est un réseau qui, à mon sens, devient très sous-utilisé alors que c'est un truc qui marche extrêmement bien. Il faut vraiment jamais oublier que Facebook, et c'est pas Facebook la maison mère, c'est pas Meta, c'est Facebook, le réseau social, le petit badge bleu, il fonctionne toujours très bien. Ça, c'est moi, j'y vais plus. Ouais. Non, mais les gens oublient. Ouais, on oublie. Mais vraiment, Facebook, ça fonctionne toujours très bien. Et ça, c'est important. J'arrête pas de toucher mon micro, je vais me faire fâcher. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. Et donc, comme on a lancé avec ça, on avait une vision de l'influence à l'époque
qui était très... c'était très héroïste, l'influence. Tu payais une fille 1 000 €, elle pouvait te rapporter 5 000 €. Oui, parce qu'en plus, c'est ça, il n'y avait pas la folie des grandeurs au niveau des prix. C'est qu'en fait, cette même nana qui aujourd'hui te rapporterait 5 000 €, elle t'en demanderait 7 ou 8, quoi. Alors, je pense que c'est un double facteur. Le premier, c'est que, en effet, c'était moins professionnel à l'époque, donc les filles demandaient un peu moins d'argent. Mais quand même, elles te demandaient de l'argent. Faut pas croire que l'influence, il y a 7 ans, les gens, ils te demandaient 50 balles pour te faire une story ou un post. Tu utilisais qui? T'as des noms comme ça que tu peux donner? Bah alors, j'utilisais des filles qui étaient enceintes ou qui avaient des enfants il y a 7 ans. Donc là, comme ça, pas trop les nanas de la télé-réalité, du coup. Alors, on a fait... Alors, en toute transparence, on a fait une OP avec Nabila, parce qu'on s'entend très bien avec Nabila et que c'est une fille vraiment extrêmement gentille et qui a 2 enfants. Et on lui a souvent envoyé des produits parce que elle était à Paris, elle était à Londres, elle était à Dubaï, donc on lui envoyait des produits. Et un jour, elle a dit, vous voulez pas qu'on essaie de faire une collab rémunérée? Donc on a fait une collab rémunérée avec Nabila, qui s'est bien passée. Mais d'un point de vue financier, c'était pas forcément rentable pour nous. Elle l'a tout à fait compris, on a continué de lui envoyer des produits, elle continue de parler de nous de temps en temps. Juste la différence, c'est que quand tu envoies des produits, tu n'as pas forcément, les filles te mettent pas forcément un lien traqué, donc tu mesures pas forcément ta performance. C'est plus dans le cadre de la notoriété. Ouais. Mais en fait, ça va vraiment dépendre des filles. Parce que tu vas avoir des filles, et encore une fois, tous les modèles existent. Et moi, je pars du principe que s'ils sont faits avec bienveillance et gentillesse et transparence, tous les modèles sont bons. Tu vas avoir des filles qui vont te dire, moi, je ne fais que des collabs paid. Donc, en gros, si tu ne me payes pas, ça ne sert à rien de m'envoyer ton produit parce que je ne fais que du paid et c'est comme ça. Et c'est OK. C'est OK. C'est ce qu'on veut, ouais. Non, mais moi, ça ne me gêne pas qu'une nana me dise ça. La chose qui me gênerait, c'est une fille qui me dit « Ouais, vas-y, tu peux m'envoyer tous tes produits et qui, à la fin, ne fait aucun contenu, ne répond à aucun mail et ghost un peu mon équipe après avoir eu pendant 1 an des produits gratos en faisant plus ou moins miroiter qu'elle ferait du contenu. » Ça, je trouve pas ça correct, mais c'est excessivement rare. J'ai peut-être 1 ou 2 meufs sur les 5 dernières années qui s'est comportée comme ça. Ouais. La majeure partie des créatrices de contenu sont des filles hyper respectueuses et en fait, qui te parlent avec une vraie forme de une absence de complexe autour de... Décomplexation, ouais, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai essayé. Décomplexité. Je sais pas. Ouais. Je l'ai pas non plus, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit... Je sais pas pourquoi j'ai essayé de t'aider alors que Mais c'est pas grave. Je sentais que j'allais me noyer aussi. C'est hyper gentil et j'apprécie l'effort. Ouais. Vraiment, je suis hyper touchée. Il y a eu non, on a eu Mais le truc, c'est que tous les modèles sont OK. Je pense que la raison pour laquelle les filles convertissaient plus il y a 5-6 ans, c'était plus héroïste pour les marques. Il y avait moins de créatrices, de créateurs, de créatrices. J'ai beaucoup de créatrices de contenu parce que moi, j'ai quand même majoritairement des filles dans mes créatrices de contenu. Donc, elles étaient moins nombreuses. Donc, ce qui fait que même si elles avaient des audiences plus petites, donc là où une fille avait peut-être 700 000 followers il y a 6 ans, aujourd'hui, elle en a peut-être 1,2 million. Mais en fait, les followers qu'elle a aujourd'hui follow beaucoup plus de gens. Oui, donc en fait, l'algo a changé aussi. Tu luttes beaucoup contre l'algorithme. Ouais. Et donc, ce qui fait que tu avais des followers, tu en avais peut-être moins, mais ils étaient mieux qualifiés dans la mesure où en fait, ils étaient plus présents et ils voyaient plus ton contenu. Donc, ils convertissaient potentiellement plus, mais surtout à l'époque, il y avait moins de marques qui faisaient de l'influence. Il y avait les néo-marques ont toujours fait beaucoup d'influence parce qu'en fait, on est né dans le digital, mais les très grosses marques ont mis longtemps avant de se dire ah ouais, en fait, ça marche. Donc, quand tu as des gens qui viennent, quand tu as un Moulinex qui vient et qui te dump, je sais pas, 1 million d'euros, Moulinex, ne m'attaquez pas en justice, je dis pas que c'est le chiffre que vous avez mis en influence, vraiment, c'est un exemple. Mais quand tu as très, très, très grosse marque qui vient et qui dump 1 million sur une grosse campagne, toi, tu es là avec tes petits bouts de ficelle. Avec tes 10 000 et balles. coup, les gens te disent « Alors, attends, excuse-moi, tu peux pas rivaliser. » Et en fait, ces nanas-là, comme elles sont professionnalisées, parce qu'au bout d'un moment, tu as plein de petites marques qui te filent plein de petits trucs, c'est sympa. Puis tu as une grosse marque qui te file la même somme que vont te filer 15 marques pour la même presta, le même travail. En fait, tu dis oui, parce que en fait, le Moulinex ou le Ikea qui va te filer 10 000 ou 15 000 euros pour la même presta que 10 marques qui vont te filer 1 000 euros, tu te dis c'est 10 fois moins de travail. Ouais. Et à la fin... Et même par rapport à ma communauté, je préfère faire une OP payante plutôt que d'en faire 10, quoi. Et donc, ça commence comme ça, mais sauf qu'en fait, au bout d'un moment, tu as de plus en plus de marques. Donc, en fait, tu as de plus en plus ça s'empile un peu. Donc, c'est la règle de l'offre et la demande, en fait, voilà. Tout simplement. Donc, aussi, tu vas avoir des créatrices de contenu
alors c'est pas la majorité, mais il y en a quand même, qui vont te parler de 3 marques ou de 4 marques de skincare différentes dans la même semaine. Ouais. Donc en fait, sur le mois, ça t'en fait 12. Donc en fait, comment est-ce que tu fais toi en tant que consommatrice pour faire le tri ? Tu le fais plus. Et c'est juste ta mémoire publicitaire, parce qu'elle a été assommée par cette fille, tu vas te dire « Ah ok, je me rappelle de bim, telle marque ». Et donc c'est ça qui fait que tu vas acheter telle marque plus qu'une autre. Mais ta mémoire publicitaire, il y a trop de trucs qui rentrent dedans. Ouais. Donc en fait, ça a moins d'impact. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, tu utilises l'influence sur autre chose. Tu utilises beaucoup de l'influence pour faire de la notoriété. Donc en fait, tu l'utilises différemment, tu la payes différemment et tu en attends des choses différentes. Et en fait, moi, les gens qui me disent « Ouais, mais c'était mieux avant », mais en fait, c'est ce qu'on dit 100% des gens qui sont dans un conflit générationnel et qui se disent « C'était mieux avant ». En fait, l'histoire nous montre que ce n'est jamais mieux avant. Le progrès, même si tu passes par des phases de transition, le progrès, c'est toujours mieux. Donc peut-être que l'influence pas chère, gratos, sans règles, c'était mieux avant pour certaines marques dont je fais partie, mais l'influence d'aujourd'hui, elle me va aussi très bien, parce que je parle avec des filles qui sont hyper responsables, pour qui prennent à cœur leur métier, là où avant c'était peut-être plus un hobby, c'était peut-être un peu plus le Far West en termes de réglementation. Les réglementations apportent beaucoup de bien. Donc je trouve qu'en fait, il y a un progrès, on va vers le mieux. Moi, je suis hyper contente. Yes. Parce que c'est vrai qu'on a commencé en fait à dériver directement sur l'influence, parce qu'on en parlait juste avant que ça se mette à enregistrer. Est-ce que tu me demandais comment on trouve des sponsors sur le podcast ou quoi? Donc je te parlais de LinkedIn, de tout ça, et tu me disais, moi LinkedIn, j'ai pas trop pris le pas, quoi. Ouais, j'ai du mal à m'astreindre, parce qu'encore une fois, c'est pas mon métier. Faire des stories, ça me prend 1 minute dans la journée. Écrire un post LinkedIn, ça me prend vraiment du temps. Après, tu pourrais faire ce choix de dire, t'es pas obligé d'en faire tous les jours, tu pourrais en faire un par semaine. C'est quoi? Est-ce que toi, en fait, tu as un bon post sur lequel tu dis, ça c'est un bon contenu? Semaine, ça sert à rien, en vrai. Je pense que... Un par semaine, si c'est vraiment toutes les semaines et qu'il est très impactant et qu'on voit que c'est quelque chose où tu as mis un petit peu de temps, genre tu as mis une grosse demi-heure. Je suis pas sûre. Vraiment, enfin, moi, de ce que je vois sur les réseaux, c'est 1 fois par jour, tu vois, genre 5 jours sur 7. Ouais. C'est vraiment, plus tu postes et plus t'es bon. Et là, je suis plutôt en train... Parce que j'aime bien LinkedIn, mais... Tu peux batcher aussi. Hein. De quoi? Tu peux batcher. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, moi, ça me prend 3 heures de travail. En fait, écrire... Déjà, à la base, moi, j'aimais bien le format du blog parce que je trouvais ça sympa. Donc déjà, il faut que dans ma tête, j'accepte que ça sert plus à rien d'avoir un blog, puisque finalement, les posts LinkedIn, ça ressemble à des posts Medium. Ah, mais moi, je pense que le blog, il faut le garder. Oui, mais dans ce moi, cas-là... tu vois, j'y reviens là au blog. Là, on va le Mais tu fais la même chose sur LinkedIn et sur ton blog? Non, le blog, ça va être beaucoup plus long. J'ai beaucoup plus, avec le blog, je vais avoir beaucoup plus le même exercice que j'ai avec la newsletter, par exemple. Ou tu vois, par exemple, moi, un post LinkedIn, je mets 5 minutes à l'écrire. 5-10 minutes. J'accepte que ça soit pas ultra ouf. Mais en même temps, c'est comme quelqu'un qui, là, si demain, par exemple, moi, je cours pas, je vais faire un running demain, mais je vais faire 3 runnings par semaine, et on a cette même discussion dans 2 ans, et je te dirais maintenant, je cours de ouf, et je cours bien, j'ai une bonne technique, j'ai un bon souffle, j'ai tout ça. C'est pareil avec l'écriture, en fait. Tu vois, il y a 2 ans, je mettais plus longtemps à écrire un post LinkedIn. Maintenant, en fait, j'ai accepté que 80% ou 90% bien, c'était OK. Et du coup, ça me permet d'en faire beaucoup plus, parce que j'ai compris que la récurrence était presque aussi important que la qualité. Alors, ça ne veut pas dire que j'accepte des posts de merde. C'est un mot hyper important, qui est la régularité. Et en fait, le problème de la régularité, c'est un truc, quand tu as un opérationnel qui est très, très dense, qui est très compliqué. C'est-à-dire que moi, typiquement, dans une journée type, je peux te faire 10 stories comme je peux t'en faire 2. Une le matin, une le soir, ou oublier de faire des stories, ou juste refaire du repost parce que j'ai rien d'intéressant à montrer, ou parce que j'ai pas envie de montrer. La seule chose que j'arrive à faire, c'est en effet des posts, parce que les posts, on les prévoit à l'avance, et donc c'est photo, bim, et tout est entre guillemets. Et c'est le même travail avec LinkedIn, en fait. En fait, le truc, c'est que moi aussi, je suis ultra opérationnel, et pour ça que LinkedIn, c'est quelque chose qui me prend 3-4 heures dans la semaine, mais moi, Instagram, tous les vendredis matin. Jamais 3-4 heures. Parce que j'arrive pas... peut-être, mais j'arrive. Mais c'est que tu fais d'autres choses qui sont ultra importantes. Et moi, en fait, le truc, c'est que pour nous, qui sommes dans le B2B, LinkedIn, personnellement parlant, c'est notre travail. On le fait pas. Tu vas me dire, toi aussi, quand tu postes sur Instagram pour June, c'est du travail, mais tes stories, en fait, à l'échelle de June, c'est petit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là où je suis d'accord, c'est qu'en fait, il faut trouver les réseaux sociaux qui répondent à ta marque. C'est-à-dire que moi, il y a rien que je fais. Je suis ici aujourd'hui, pas parce que je kiffe raconter ma life, parce que
je le fais pour June. Il y a rien au monde que je fais d'un point de vue communication, Instagram, machin, pour June. C'est-à-dire que demain, j'ai plus de June, je ferme mon compte Instagram. Demain, j'ai plus de June, je n'écris plus de bouquins, je n'ai plus de compte Instagram. Et je suis hyper... Ou alors, j'ai un compte Instagram avec les 30 potes pour raconter ma life, tu vois, comme j'ai un compte Facebook. Je suis complètement d'accord. Et voilà, et donc, je fais ce que je fais parce que c'est pour June. Et donc, il faut faire des podcasts parce que les gens, ils aiment bien écouter des trucs, ils aiment bien avoir des conseils. Et après, une fois qu'on fait un podcast, moi, j'ai une équipe qui reprend des petits bouts, qui refait des petits montages et qui refait du contenu. Et hop, ça fait du contenu, etc. Et donc, en gros... C'est pour ça, tout à l'heure, tu parlais du blog. En fait, avec le blog, avec un article de blog, tu fais facilement 3 posts LinkedIn en 5 minutes. Ouais, mais sauf que là, tu vois, typiquement, quand on fait ce podcast, il va y avoir le podcast, il va sortir. Derrière, on va faire... je pense 3-4 reels sur Instagram, ça va faire des stories, je vais aussi les mettre sur TikTok. Donc en fait, ça dispatche, ouais. C'est du contenu qu'on appelle, enfin on milk le contenu, tu vois, tu tires le lait de ton contenu. Et le fait de se dire, ok, on va prendre cet épisode de podcast, et il y a une thématique sympa, on va devoir réécrire quelque chose. Moi, c'est 3-4 heures dans mon agenda, je ne les ai pas. Je les ai juste pas. Parce que tu n'as pas jugé que c'était en fait assez important en fait, aujourd'hui par rapport au ROI justement que tu pourrais en avoir. Nous, c'est ça que nous, dans le B2B, nous, le ROI, il est direct avec LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est sûr que ça m'impacte moins. Mais tu vois, je pense à Dijo, qui est une marque très consumer. Elles sont ultra actives sur LinkedIn. Elles sont ultra smart dans leur stratégie. Donc, c'est bien que tu peux trouver des angles d'attaque sur LinkedIn quand tu fais du consumer sur du B2C, tu vois. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a que le B2B qui a le droit d'exister sur LinkedIn. Tu as complètement raison. Hein. Moi, je travaille beaucoup, alors je ne vais peut-être pas les name drop, mais dans ton cas, par exemple, qu'est-ce qui ferait, par exemple, que tu ne pourrais pas déléguer ça à quelqu'un de ton équipe, par exemple ? Parce que, alors, figure-toi que j'ai essayé de le faire. On avait une stagiaire pendant 6 mois. Et en fait, il n'y a pas ma patte. Et à la fin de la fin, tu tournes vite en rond. C'est-à-dire que... j'ai toujours un stagiaire qui s'occupe un petit peu de tout ce qui va être communication, corpo, RP, etc. Donc, il connaît par cœur tous mes podcasts. Il peut te faire des visuels de sortie de trucs, mais il dit en fait, à la fin de la fin, l'idée, tu vois, genre semaine X, il faut parler de ça, ben, il va pas forcément avoir ça. Alors que moi, de moi-même, si tu me dis, tiens, si tu avais la liberté de parler de 3 sujets, là, tout de suite, maintenant, cette semaine, je pourrais t'avoir 3 sujets. Et après, tu rajoutes une petite composante qui est, stratégiquement parlant, je suis surépiée par 100% de mes concurrents. Je retrouve mes posts, réseaux sociaux, machin, enfin, c'est assez dense. Et donc, c'est vrai que je suis devenue assez... j'ai plus très envie d'aller raconter, tu vois, ma stratégie, des tas de trucs sur ma gestion pure et dure de la boîte. Parce que, tu vois, ce que Jean-Charles d'Alan fait avec la newsletter Alan, moi, je peux pas faire ça. Parce qu'en fait, sinon, dans la seconde, j'ai tous mes concurrents qui ont toutes mes informations. Et en fait, tout ce que je fais systématiquement a été copié, systématiquement. Et c'est un vrai problème, ça ? C'est chiant. En fait, c'est chiant. Est-ce que toi, ça te ralentit pas, toi, ça, de voir non, ça ? Ça me ralentit pas. Et au début, je me rappelle de l'ancien CEO de Cézanne qui m'avait dit, mais Carole, la copie, c'est la plus belle forme de respect que tu vas finalement avoir. Et il dit, tu verras, le max... Comment elle s'appelle déjà ? C'était Thibaut. Mais la créatrice de Cézanne, comment elle s'appelle ? C'est Morgane. Tu sais, la boutique est juste à côté, là. Ouais, exactement. Ouais. Et Thibaut, c'était son compagnon, c'était son mari à l'époque. Et donc, Thibaut m'avait dit, tu verras, le summum, c'est quand tu as des faux June. Il dit, en fait, ça commence par, il copie ta stratégie, il copie tes visuels. Après, il copie tes modèles. Et après, il y aura des faux. Et en fait, c'est vrai que le summum de la copie, dans le luxe, et donc dans le prêt-à-porter, et donc même si c'est éreintant et je pense aliénant quand c'est ta marque, en fait, c'est quand tu es à un stade de notoriété et de désirabilité qu'on a besoin de faire des faux produits qui ressemblent au tien, même si c'est ultra relou, c'est aussi une forme de... Ouais, c'est justement ce que je pensais. Ouais. Donc moi, je vis entre guillemets, avec une certaine forme de je suis heureuse qu'on copie autant ce qu'on fait, parce que ça veut dire que ce qu'on fait, c'est bien, et que donc on set la trend, et que donc
sans nous, ils seraient tous bien derrière et ils seraient un peu à l'ouest. Mais en même temps, ça a aussi un côté un peu fatigant parce que ça t'oblige toujours à toujours plus haut, quoi. Et du coup, tu me lances la perche pour peut-être, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de podcast, est-ce que tu peux présenter June avec tes propres mots? Et désolé, je te pose la question depuis le moment où tu es en train de boire, je suis désolé. Alors, avec mes propres mots, je sais pas si c'est mes propres mots, puisque... Ou alors avec les éléments de langage qui sont imposés par l'équipe PR de June. C'est important de le dire parce que une partie de mon métier, c'est de parler de ma boîte. Donc, en fait, j'ai des éléments de langage et en ce moment, c'est marrant parce que je fais faire ça à une copine à moi. Je lui fais je la fais bosser sur ses éléments de langage, son média training, etc. Donc, June, c'est une marque d'hygiène et de soins qui fabrique des produits pour toute la famille, notamment les bébés, les enfants et leur maman, qu'elles soient en grossesse ou en postpartum, que j'ai créé il y a 7 ans. T'as 7 ans, ok. Voilà. Tu sais que j'ai retrouvé que notre premier échange, justement, était sur Facebook. C'est vrai. J'ai fait quelques recherches, je me disais où est-ce qu'on s'est rencontré avec Carole, et en fait c'était sur Facebook, donc sur Messenger. Et à l'époque en fait où j'avais vu une réponse que tu avais fait sur le groupe, je sais pas si tu te rappelles, ce groupe French Startupper. Ouais. Parce qu'à l'époque on n'était pas sur LinkedIn tous. Non. On était sur French Startupper et c'est là qu'il y avait en fait, je sais pas, on était des milliers dessus. Ouais. Et c'est là en fait où tout le monde en fait posait ses sujets, en fait faisait ses posts. Alors, c'était pas des posts justement inspi, c'était toujours en fait en mode des demandes et tout le monde en commentaire venait donner ses feedbacks ou ses retours d'expérience. Oui, mais tu vois, il y avait un côté, je trouve à l'époque, il y avait un côté très organique parce que tu le faisais. Alors, tu as toujours eu des gars qui disaient qu'est-ce que tu penses de mon produit, dans l'espoir que tu dises ton produit est trop bien. Ouais. Mais tu vois, typiquement, et c'est un truc sur Instagram, j'y suis plus sensible, notamment tout ce qui va être fait avec les animaux et notamment ce qui va être parfois fait avec les enfants, où en fait, tu as l'impression que c'est un truc trop cute, mais en fait, c'est pas vrai. C'est un truc qui a été répété. Et évidemment, moi, la maltraitance animale, c'est un truc qui me touche. Mais en fait, le sujet autour des enfants, il est hyper important. Comment est-ce que tu mets en scène ton enfant dans des situations pour d'ailleurs faire de la vue et faire du clic? Et ça, c'est dur. Quand tu as... Et parce qu'il y a un rapport à l'image qui est compliqué. Et donc, au final, tu vas avoir des situations qui, parfois, sont complètement fabriquées de A à Z. Tu vas avoir l'impression que c'est naturel. On va te donner l'impression que c'est naturel. Et je vais même te dire un truc. Tu as des gens qui enregistrent des faux podcasts, mais on m'a démarché. Vraiment, on m'a littéralement démarché. Et il y a des gens qui le font. Et quand les gens vont regarder ça, ils vont dire « Oh, mais c'est vrai !» Et en fait, tu as des gens qui, pour faire de la création de contenu... C'est des boîtes qui font ça, tu te dis c'est comme un podcast et en fait tu n'as qu'une seule vue, t'as pas jamais la personne en face okay. Et qui te dit tu vois t'es là et en gros tu fais une leçon de vie en 2 minutes 30 ou en 1 minute 30 parce que sur Instagram et après on va te le recut en Reels et on te le cut et on te fait un Reels et t'as l'impression que c'est un podcast incroyable que la personne a fait alors que pas du tout, c'est de la création de contenu pur et dur, on te fait croire que c'est un podcast, c'est en situation podcast. Alors tu sais que ça me choque pas des masses quand même parce qu'en fait souvent en fait ces personnes-là, imaginons par exemple ce serait moi, j'aurais ce type d'agence, là on serait exactement dans ce même type de setup, on mettrait la caméra par exemple juste ici là en face de toi et en fait c'est moi qui serais derrière et qui te poserais les questions, je serais un peu ton miroir quoi. Ouais. Et en fait, tu me répondrais comme si on était dans un podcast. Et après, en fait, pourquoi ? Pour créer du contenu. Bon, c'est un peu le jeu. Tu vois, moi, ça, pour le coup, ça me choque pas tant que ça. Moi, la chose qui me gêne, et ça, c'est peut-être parce que je fais beaucoup de RP en règle générale, c'est que typiquement, un bon journaliste te donne jamais les questions. Et le principe du média training, c'est d'être capable de répondre à n'importe quelle question. Un bon journaliste te donne jamais les questions. Il est évidemment jamais payé pour faire l'article qu'il fait sur toi. Il n'a pas le droit, sauf s'il met... publier reportage. Là, dans le cas, ce serait pas genre un journaliste ou quoi. En fait, c'est plutôt une agence. C'est plutôt une agence de vidéo en fait, quoi. Oui et non, parce qu'en fait, tu fais croire aux gens que c'est du contenu média, alors qu'en fait, c'est du publier reportage. Le fait de se dire, c'est comme tu as un podcast, mais qui en fait a été payé par June, et June t'a filé 3 000 €, parce que là, en l'occurrence, je crois que le mec, c'était 3 000 ou 5 000 balles pour faire genre 10 vidéos où on a l'impression... Et puis, c'est même pas... c'est un peu cher en plus. Hein. C'est même pas moi qui écris le truc, c'est le gars qui écrit les thématiques. Qui te fait tout le... Il te fait tout, il te fait le machin. Ok, non, moi j'ai pensé que tu me parlais d'une agence de marque personnelle où là c'est le contraire. En fait, là c'est comme si là, en fait, le podcast, moi j'étais le mec de l'agence de marque personnelle et je te posais des questions, mais en fait je suis même pas obligé de te les donner avant les questions. Pour comme ça, si tu veux que ça fasse le plus authentique possible. Et toi tu me réponds et juste on va se servir des images
pour en fait faire ta stratégie de Reels sur Insta et TikTok? C'est pas ça. C'est vraiment, tu as le mec, la boîte qui te dit voilà l'édit thématique. Il te donne pas un script parce que le but c'est que ce soit naturel, genre thématique, accomplissement de soi avec une petite anecdote. Tiens, on a pensé à cette anecdote, machin, etc. Voilà, et on va te filmer et après ils te font le truc, ils te font le montage, ils te livrent le truc clé en main avec les bons trucs et les sous-titres qui arrivent un peu sur ta gueule, soulignés en jaune et tout. Et à la fin, tu vois ça, tu dis waouh, c'est génial, clickbait, bim. Et c'est du publi-reportage, c'est du média payé. Et ça me gêne que ça soit pas mentionné ou indiqué comme tel, parce que je me dis, en fait, c'est pour... Il y a très peu de monde. Enfin, moi, j'ai fait, je peux en parler, parce que pour le coup, maintenant, c'est de la radio. Forcément, tu viens en tant que média, en tant que marque, tu viens pour parler de ta marque et de ton accomplissement en tant que marque ou en tant qu'entrepreneur. Et le but des médias, c'est un peu chiant, et c'est donc que tu parles le moins possible de ta marque, mais le plus possible de choses qui vont intéresser les autres. Puisqu'en fait, à la fin, les gens ne s'intéressent pas fondamentalement à ta marque. Ils s'intéressent aux choses qui vont leur parler à eux. Donc, c'est vrai qu'au final, il vaut mieux faire du contenu où tu vas donner des conseils sur l'entrepreneuriat, où tu racontes des anecdotes de vie. Et en fait, les gens, à la fin, se disent « Putain, c'est hyper intéressant ». C'est un peu l'idée de LinkedIn. C'est un peu l'idée de LinkedIn. Sur 14 posts, tu vas vraiment vendre sur un ou deux, quoi, en fait. Exactement. Et donc, sauf que je me retrouve un jour sur cette radio et le mec est particulièrement désagréable parce que tu sens qu'en fait, il a des agences corporate, de comme corporate, qui viennent et qui lui disent faut que tu reçoives une telle, parce que tout le monde parle d'elle, machin chose. Et tu sens que le mec, ça le fait chier, quoi. Tu sens qu'il aurait aimé toute sa vie interviewer des grands artistes et tout, puis il se retrouve à interviewer des gens comme toi. Qui vendent des couches, quoi. Et qui vendent des couches. Alors, j'en vends pas que des couches, mais oui, je vends des couches. Et en fait, le mec est vraiment fondamentalement désagréable. Et je crois que d'ailleurs, j'ai jamais écouté le segment qu'il a fait sur ma marque parce que vraiment, j'ai passé un moment très désagréable quand on a enregistré le truc. Et alors que c'était un sujet très réussite, machin, le mec était vraiment désagréable et il posait des questions qui avaient... Enfin, c'était des réponses qui étaient vraiment... c'était des questions qui étaient foireuses, quoi. C'est un peu comme si on te demande alors pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a de la gravité, tu regardes, tu te dis je sais pas, parce que je crois que c'est comme ça, hein. Ça existe en fait, je sais pas comment vous répondre. Et donc je me rappelle plus exactement des questions, mais c'est un truc qui fait partie de ce que c'est que de faire de la com corporate. Et moi, c'est vrai que ça m'attriste que les gens regardent ce qui se fait sur les réseaux sociaux en prenant ça pour argent comptant, alors qu'il y a énormément de fabrication derrière. Et c'est un truc très nouvelle génération, et j'aime pas dire dans l'ancien monde, machin, parce qu'on s'en fout, l'ancien monde, c'était un monde... C'était mieux avant ? Non, voilà, pas du tout. Mais t'as un film, c'est de la fiction, t'as un reportage, c'est informatif, en fait, dans ton contenu, c'est la même chose. Soit c'est de la fiction, et donc dans ce cas-là, ton influenceuse, elle est obligée de dire « Je suis payée pour vous dire Moulinex ou pour vous dire Ikea que c'est bien ». Pourquoi est-ce que, en tant que créateur de contenu sur la partie Tips & Co, pourquoi est-ce qu'on le dit pas ? Pourquoi est-ce qu'il y a que Oussama Hamar dont on va reprendre ses vidéos parce que le mec fait des anecdotes qui sont tellement énormes que tu te dis c'est forcément du flan, alors qu'en plus, connaissant Oussama, ce mec a quand même vécu des trucs complètement dingues dans sa vie. Et ce, bien avant qu'il en fasse des vidéos sur TikTok, il te racontait ça au dîner. Et toi, t'es là, tu dis, il est ouf. Et tu vois des trucs. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Oussama. Ça fait longtemps, je pense qu'il n'habite plus en France. Mais on était chez The Family. On a connu le Oussama d'avant. Des fois, il te raconte des trucs. Tu dis, waouh, c'est ouf. Et puis des fois, tu vois des trucs. Tu le vois de tes propres yeux. Et quand 5 ou 6 ans plus tard, sur les réseaux sociaux, tout le monde se fout de sa gueule, tu dis... En fait, non, ça, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, autant des fois, peut-être qu'il prend certaines libertés narratives autour de certaines parties de sa vie. C'est joliment dit, certaines libertés narratives. Tu as vu un petit peu comme j'ai dit les choses joliment. Autant parfois, t'as vu des trucs complètement hors sol, quoi. Et ce qui me gêne, c'est justement ce côté... t'as le droit de dire que t'es là pour vendre ta cam et t'as le droit de dire que c'est un publi-reportage quand tu fais un faux podcast parce que t'as envie de faire du contenu qui va buzzer, tu vois. C'est pas grave. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que maintenant, en fait, comme tout le monde veut aller le plus vite possible, le mieux possible, et en fait, c'est vrai que maintenant, du coup,
En fait, les gens maintenant industrialisé un peu cette partie. Tu vois, par exemple, moi, je sais que là, du coup, avec toi, je vais avoir des belles vidéos, on va avoir des discussions, on va pouvoir en effet le redécouper, en mettre sur TikTok, en mettre sur Instagram, en mettre sur YouTube, en faire des versions un peu plus longues, encore une fois sur YouTube. On va pouvoir en faire des newsletters, du blog. Enfin, en fait, après le contenu, t'en fais ce que tu veux. Mais voilà, tout ça, je me suis déplacé à Paris, ça m'a coûté un certain prix pour le faire ou quoi. Alors qu'en effet, j'aurais pu... te dire viens à tel endroit, on va se mettre pendant une demi-heure, on va aller directement aux questions qui sont les plus instagrammables ou reelsables, je sais pas comment on dit, et en effet au lieu de prendre 1h30, en fait on le règle en 20 minutes et ça va plus vite, et puis après toi c'est quelqu'un d'autre, quoi. En vrai, moi ça me choque moins que toi, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, dans l'absolu, moi le mot me choquer, tu vois, me choquer, me faire chier, machin, c'est juste, j'aime l'idée qu'on dise et qu'on grandisse vers des réseaux sociaux de plus en plus responsables et donc de plus en plus transparents. Ouais. Voilà. Et le problème, c'est que c'est tellement là, il y a tellement de monde et c'est tellement la course et il y a tellement plus. Oui, mais sauf que. Mais c'est pour ça qu'il peut y avoir des dérives. C'est pas une raison, c'est-à-dire qu'à la fin, et je me lis d'ailleurs pour cette utilisation parce qu'on parle souvent de la blockchain, la crypto, les trucs un peu, tu vois, sur le côté très financier, mais la blockchain est un des moyens, je pense, qui sera utilisé dans les 10 prochaines années pour sécuriser les réseaux sociaux et pour s'assurer que une personne égale une identité en ligne sur un réseau social. Parce que ça fait partie des drames qui viennent avec les réseaux sociaux, c'est le harcèlement que tu peux recevoir sur les réseaux sociaux. Et typiquement, moi qui suis mère d'un petit garçon de 2 ans et demi, je me dis, il faut qu'on trouve une solution avec mon gosse avant que mon gosse il ait 10-12 ans. Parce que je n'aurais pas envie aujourd'hui d'être la mère d'un enfant de 10-12 ans et je suis la tante de jeunes filles qui ont plus 10 ou 12 ans, qui sont un peu plus grandes, mais qui ont grandi avec ça. Qui vont soit vont bientôt avoir des portables, des réseaux. Elles ont déjà depuis longtemps des portables. Elles ont quel âge, t'as dit ? Elles ont plus grandes, elles ont 15 et 16. Ah, j'avais compris 10, 11. 16, non. Ah oui, donc 14 et 16, je me doute qu'elles sont déjà en plein dedans. Elles sont plus grandes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est indispensable de faire quelque chose pour protéger ça. On ne peut pas indéfiniment laisser les gens, par l'anonymat, juste dire n'importe quoi, n'importe quand. Et c'est un truc que tu ressens très fort quand tu vas toucher à des sujets. On le voit sur plein de sujets, des sujets qui peuvent être ultra clivants, comme ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza, mais sur des sujets beaucoup plus soft touch. Quand tu vas avoir des discussions sur le postpartum, sur la maternité, tu vas avoir des gens qui vont venir et qui, avec une violence profonde, vont te dire des trucs complètement hors sol parce qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Tu sais pas pourquoi. C'est pas la majorité. Ça va être, je pense, peut-être 5 ou 10% des réseaux sociaux. Il n'y a pas une majorité de harceleurs sur les réseaux sociaux. 5 à 10%, même ça me paraît beaucoup, non ? Je me rends pas compte. Peut-être plus 5%. Ouais. Mais tu as forcément des gens qui viennent et qui vont te dire... J'ai un exemple tout bête. J'ai une de mes très bonnes amies, ça fait peut-être 15 ans qu'on est amies, qui s'appelle Sarah, qui est une grande directrice de communication d'une grande banque londonienne, et qui, il y a 1 an, est tombée entre le train et la plateforme du métro à Londres. Et le train est parti et lui a arraché le bras et la jambe. Elle aurait dû mourir, elle a survécu parce qu'elle est incroyable. Et donc, elle vit sans un bras, sans une jambe. Elle a été amputée. Elle a donc une prothèse sur son bras et sur sa jambe. Et elle vient d'attaquer TfL, qui est la RATP londonienne, pour négligence. Et la BBC a fait un reportage sur elle. Et il y a eu un post qui est parti sur les réseaux sociaux. Et sur ce post, tu vas avoir plein de messages disent ouais, bravo, on te soutient, on est avec toi. Des gens qui vont te dire mais comment elle a fait pour tomber sur la plateforme, c'est chelou. Qui vont poser des questions, alors des questions parfois un peu moches, genre elle a été bourrée, mais qui posent des questions. Ça peut être cringe, mais ils posent des questions. Et puis tu vas avoir une petite tranche de gens qui vont l'insulter, dire des trucs fondamentalement négatifs, parfois dire des trucs fondamentalement illégaux. Et donc là, tu te dis, ça, si tu avais ton vrai nom, ton vrai prénom, ça t'engage différemment. Et là, c'est un exemple qui est arrivé il y a quelques jours, donc j'y pense, mais Twitch, qui est une plateforme que j'aime beaucoup, tu prends les streameuses sur Twitch, mais la violence,
verbal. Des commentaires, des chats. Des mecs, Squeezie a fait une très 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 bonne vidéo sur le sujet avec le tribunal des harceleurs en ligne. C'est marrant que tu parles de ça, je l'ai regardé hier. J'avais jamais vu le concept. Vraiment, et elle est très, ouf très la vidéo. Et en fait, tu te dis, si c'était ton vrai prénom, ton vrai nom, que tu avais une seule identité sur tous tes réseaux sociaux et que en gros, ce que tu dis t'engage, mais de la même manière que ce que tu dis t'engage. Ce que je dis, et c'est marrant parce que quand tu es un personnage public, ce que tu dis t'engage tout le temps. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de dérives sur LinkedIn. Il y a un peu moins de fake comptes et il y a un peu moins de dérives de ce côté-là. Après, le truc, c'est que les gens parfois utilisent des anecdotes un peu bullshit, mettent des chiffres un peu bullshit, et tout le monde a lu une étude, machin. Mais ça ne tue personne, quoi. Tu vois, parce que moi, ça tue personne. Je l'ai pas trop vécu. Moi, j'ai de la chance, je l'ai jamais trop vécu personnellement. Alors là, récemment, je sais pas si tu as vu, là, dans la saison 2, j'ai reçu Alice Zaguri, que tu connais bien. Et là, ça que pour la première fois... On te fait des bisous. En plus, c'est marrant parce que je discute 5 minutes avant que tu arrives. Je discutais avec Alice sur WhatsApp qui me disait t'as pas assez de nanas dans ton podcast. Voici une liste. Voici une liste et donc tu étais dedans et je dis écoute il y a Carole qui arrive dans 5 minutes. Et tu vois du coup j'ai pas eu sa réponse. D'ailleurs, on n'arrive pas à trouver une date où aller manger. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Alice, mais j'adore cette. Mais tu vois du coup donc je sors cet épisode YouTube etc. Et là mais YouTube je me suis pris une vague de commentaires. C'est vrai. Mais de haine, que ce soit pour moi ou beaucoup sur Alice. À cause de quoi ? À cause de The Family ? À cause de en fait tous les fans d'Oussama qui sont venus du coup une partie, allez on va dire les choses comme elles sont, une partie des fans qui sont venus du coup défendre Oussama et du coup insulter The Family, insulter Alice. J'ai effacé des commentaires quand même un peu assez énervés. Mais tu vois, c'est très insultant quoi. Alors, c'est une situation qui est particulière parce qu'en plus, tu as un cadre juridique qui est en cours. Donc, c'est vrai que c'est toujours compliqué de commenter sur un processus juridique qui est en cours. Sûr. Donc, forcément, ça amène une forme de complexité un peu différente. Mais à la fin, en fait, ce que tu dis sur les réseaux doit pouvoir t'engager en tant que personne. Et quand tu es une comme sur YouTube, publique, les gens des pseudos. Donc, voilà. Et quand tu es une personnalité publique, tu le sais. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que tu es média traîné, et c'est pour ça que je peux faire du BFM tous les mercredis matins, parce qu'en fait, je sais que ce que je dis m'engage. Donc, je fais attention à ce que je dis. Et donc, je ne parle jamais de politique, je ne parle jamais de religion, à part quand les gens me demandent, par exemple, je ne cache pas que je suis catholique pratiquante, mais c'est la seule chose que je dis. Je n'en fais pas des caisses, pas de prosélyte, machin, je m'en fous. Ouais, tu peux et je ne prends même pas position sur des sujets sociétaux chauds. Pour ou contre ci, pour ou contre ça, machin. C'est à part des gros trucs, genre je suis contre la peine de mort fondamentalement. Voilà. Mais je ne suis pas là, ça n'est pas mon métier. Ouais. Carole a un avis comme toutes les personnes de la planète Terre. Carole de June n'est pas là pour avoir un avis sur n'importe quel sujet à la con. Ouais. Ça n'est pas mon métier. C'est pas mon métier de tu faire parlais ça. Tu parlais de média training. Parce que toi, ça a toujours fait partie de ta stratégie. Parce que de mémoire, je pense que j'ai connu June dès la première année où tu l'as montée. Je t'ai beaucoup vu prendre la parole. Tu fais partie un peu de toute cette génération qui tout de suite a quand même été un peu la voix et le visage de l'entrepreneuriat français. En plus, bon, tu avais un produit sexy qui marchait bien. Je pense que le fait que tu sois aussi une femme, et il y en avait peu, donc du coup, forcément, tu pouvais plus prendre de la place que ça. Que il y a une dizaine d'années, dans les entrepreneuses français qui avaient bien la cote, en fait, il y avait Alice Zaguri, il y avait Céline de Litchi. Ouais. Ça a été une grande pionnière quand même, Céline. Céline, parce qu'elle, c'était même il y a plus de 10 ans. Hein. Moi, je me rappelle quand j'ai démarré en 2010, elle avait déjà monté Litchi. Ouais. Et c'était même, elle, pour le coup, elle était le visage du nouvel entrepreneuriat où nous, quand on entreprenait en 2010, nous, on était les vilains petits canards de l'école de commerce, tu vois. On n'était pas ceux qui voulaient aller chez L'Oréal ou chez EY ou chez Procter & Gamble. Les entrepreneurs ne savaient pas du tout la cote en 2010. Et c'est vrai que les figures, c'était Céline Lazorte de Litchi, c'était les deux fondateurs de Fago. Il y avait aussi Maxime Barbier de Minute Buzz. Tu avais Antonin de Jimmy Fairly, qui a revendu récemment, je crois, en plus. Enfin bref, c'est vrai que c'est marrant. Moi, ça me paraît être hier, cette époque, alors qu'en fait, maintenant, l'entrepreneuriat, c'est devenu hyper... C'est de très belles boîtes. Oui. C'est des boîtes qui étaient très belles, qui étaient, je pense, très saines. En fait, nos générations de boîtes, avant que le marché commence à perdre la tête et que les valos commencent à devenir complètement n'importe quoi, on a fait des boîtes assez saines, assez scalables et assez propres, quoi.
Et c'est vrai que le marché s'est très vite emballé. Après, il y a une très grosse correction de marché. Donc, en fait, tu montes, tu fais une grosse stuff et d'un seul coup, tu es complètement défoncé le lendemain. Puis là, tu te dis, en fait, quand est-ce que sera la prochaine grosse stuff? Et je dis, en fait, il ne faut pas qu'il y ait une prochaine grosse stuff. Il faut que le marché revienne sur un truc qui soit un peu constant, quoi. Et pas un truc complètement déconnant. Mais pour revenir sur ton sujet du média training, c'est un cumul de plusieurs facteurs. Déjà, je suis une ancienne comédienne. Donc, en fait, je suis un très bon client en termes de com. J'ai aucune appréhension. J'ai joué devant des centaines de gens. J'ai fait des films. Donc, j'ai aucune appréhension. Tu fais encore du théâtre ? Pas du tout. Ah, j'ai 0 temps. T'as arrêté, ouais. Et c'est marrant, on m'a posé la question l'autre jour. Je sais pas, l'an dernier, quand j'ai sorti mon livre, il y a une journaliste qui m'a posé plein de questions très artistiques en mode « Et est-ce que vous referiez un jour du cinéma ?» etc. Et la réponse est « J'en ressens pas le besoin. Je suis plus du tout dans ces circuits. Maintenant, j'ai gardé des copines qui sont encore actrices, qui sont encore dans le monde du cinéma, mais c'est plus du tout mon univers. Je continue d'écrire parce que j'aime fondamentalement écrire. T'écris des romans, c'est ça que, comme tu as été dans beaucoup de podcasts, j'ai évité de refaire le côté Wikipédia de Carole de June. On n'a pas parlé du côté théâtre, comédienne, apparition dans Tekken 3, c'est ça ? Ouais, j'ai un petit rôle dans Tekken 3. Ouais. Stylé, ça. On n'a pas reparlé le côté, je crois que tu as été Miss Auvergne ou Rhône-Alpes, non, Auvergne ? Alors, on va pas rentrer, mais ouais, j'ai eu un petit parcours de... Non, alors là, je voulais juste te faire... je veux justement pas qu'on en parle, parce que tu en as parlé dans plein d'autres podcasts, donc allez écouter les autres podcasts si vous voulez avoir ces côtés-là. Mais c'est vrai que du coup, tu avais aussi... Tu as un gros pan de ta vie qui est la comédie, en fait, et le côté théâtre et cinéma. Exactement, un côté plus artistique. Et donc, forcément, je suis un bon client pour faire tout ce qui va être média, parce que je passe correctement à la télé, parce que je sais trouver le bon angle entre faire passer un bon message, faire une petite blague. Donc, il y a ce côté un peu divertissant. J'arrive à me mettre dans le segment dans lequel on me veut. Donc, typiquement, j'ai un exemple tout bête. Sur BFM, je ne viens pas pour faire une analyse économique poussée comme si j'étais une économiste de grand nom, parce que ce n'est pas ce que je suis. Je viens pour faire une analyse de l'économie et de ce qui se passe dans le monde économique et financier avec le prisme d'une jeune chef d'entreprise femme, proche du consommateur. Et donc, dans ma tête, je me dis tout le temps, tu parles à quelqu'un qui n'est pas réveillé, il est 8h du matin, donc tu dois employer des mots simples, pas parce que les gens sont bêtes, mais parce qu'il est 8h du matin, et que la personne pour qui je suis là, c'est la personne qui comprend un peu l'économie, mais pas forcément tous les concepts, qui n'est pas forcément très bien réveillée et qui n'a pas besoin qu'on lui bourre la tête avec du mou. Et c'est aussi ce qu'attend BFM de moi. BFM m'a jamais dit on veut que tu sois comme ça. Mais quand ils me demandent de venir participer à l'émission, ils savent comment je suis, ils savent comment je parle. Et typiquement, moi, j'ai le droit de dire des gros mots à l'antenne. Toutes les semaines, je peux dire un gros mot ou 2 gros mots à l'antenne. Sympa, ça. Ouais, c'est sympa. Et parce que ça participe, en fait, à... N'importe quel gros mot ? Alors, j'évite de dire genre putain, parce que ça, c'est vraiment très gros. Mais ça m'est arrivé de dire, putain, c'est complètement con. Vraiment, c'est très con. Je peux Ça va encore. Ouais, mais enfin, je crois qu'on doit être 2 sur BFM à dire c'est trop con, quoi. C'est rare. Ouais. Et en fait, ça fait partie... c'est pas le personnage Carole de June, c'est pas une fausse personne, c'est assez proche de qui je suis en tant que Carole, moi. Mais j'ai pas de mal à me mettre dans le persona Carole, la fondatrice de June. Ouais. Et ça, c'est un truc dont je parle souvent, c'est-à-dire que en tant que fondateur de boîte, il y a plein de choses que tu dois faire dans ta vie qui peuvent Alors, il y a des choses trop cool. Donc, tu vois, moi, j'adore faire des réunions, j'adore faire de la recherche. C'est mon côté un peu... j'adore les bouquins, j'adore lire, j'adore faire des decks, écrire et tout ça. C'est des trucs qui me passionnent. Parce que tu as été également prof en fac. Prof, c'est vrai que hop, ça va, on met de côté. Et c'est pareil, c'est des choses que j'aime bien faire. Il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Licencier quelqu'un, c'est une des choses les plus douloureuses que tu te retrouves à faire dans ta vie, quoi. Parce que c'est comme une rupture sentimentale quand tu dois larguer un mec, mais ça a une autre dimension. Ça a une dimension en plus de droit social, juridique. Tu as un process qui, parfois, tu dois respecter un certain nombre de règles qui, parfois, viennent un peu à l'encontre. Je donne un exemple tout bête. Tu n'as pas le droit, c'est un truc
dingue. Tu n'as pas le droit, quand tu mets fin à une période d'essai, de justifier la raison pour laquelle tu mets fin à cette période d'essai. Ah, tu vois, pourtant, j'étais certain que c'était le contraire. Et non, parce que sinon, juridiquement, tu as un risque de requalification en licenciement. Putain. Donc, en fait, tes avocats te disent, c'est pas toi qui décides ça, c'est tes avocats qui te disent, si tu mets fin à une période d'essai, tu ne dois jamais justifier pourquoi tu mets fin à ta période d'essai. Sinon, tu as un risque de requalification. Tu dois faire un mail quand même, c'est ça? La fin de la période d'essai, si tu fais un mail, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, tu vois. Je sais plus si c'est genre un mail ou tu donnes un papier, mais tu peux pas. Enfin, évidemment, normalement, quand tu mets fin à une période d'essai, la personne, elle sait que la performance, elle n'est pas au niveau attendu, etc. Mais par exemple, je te donne un exemple tout bête. Si tu dis, bah voilà, aujourd'hui, on met fin à ta période d'essai parce qu'en fait, bah, on avait un budget pour te recruter, mais maintenant, on l'a plus. Tu n'as pas le droit, ça. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que derrière, tu peux aller au tribunal en disant, en fait, c'est comme une requalification, licenciement économique, parce qu'en fait, il y avait de l'argent pour le faire, finalement, il n'y a plus d'argent pour le faire. Donc, c'est ce genre de truc. Et en fait, c'est la limitation des choses que toi, tu as envie de faire. Parce que moi, évidemment, c'est comme si tu quittes ton mec, tu dis, bah, écoute, je te quitte, pourquoi? Je ne peux pas dire pourquoi, mais juste sache que voilà, notre relation, elle est terminée. Sorry, mec. Et c'est pire que ça, c'est-à-dire que quand tu veux arrêter la collaboration avec quelqu'un, tu vas lui dire bah, on va te convoquer à un entretien préalable à un licenciement dans lequel tu n'as pas le droit de dire bah, en fait vraiment j'ai envie que tu partes donc on va acter le truc. Non, tu dois dire bah ok, on en discute, on est là pour en discuter et puis après on va prendre une décision. C'est un peu comme si tu disais à ton mec je vais te convoquer à un entretien préalable à la rupture, par contre voilà on va en parler, et après je vais prendre une décision sur est-ce que vraiment je veux qu'on rompe ou pas. Ouais. C'est dur, c'est immensément dur pour la personne en face, mais même pour toi c'est dur parce que tu es là, et sauf que le fait que ça soit dur pour toi, tout le monde s'en fout et a raison, parce que c'est la personne qui est de l'autre côté de cette décision qui est dans la souffrance. Donc toi, ton job, c'est de dire bah je fais... Il y a une porte qui se ferme derrière nous, c'est bon. Mais toi, ton job, c'est de faire le taf de la dirigeante d'entreprise et de dire bah voilà, le droit me dit que je dois le faire comme ça, donc que je trouve ça bien ou pas bien, bah je le fais comme ça parce que je respecte le droit social. Et donc c'est ça qui est parfois un peu aliénant, et tu te retrouves il faut être capable de faire des choses comme ça, quoi. De la même manière qu'il y a parfois des négociations, tu te dis mais j'ai pas envie de les faire, et tu sais que il faut être capable de dire je quitte la table de négociation. Ça m'est arrivé une fois, en face négociation commerciale ultra chiante avec des gens qui sont abjects, qui me saoulent. Vraiment, c'est désagréable. Les discussions que tu peux avoir avec des acteurs qui peuvent parfois être très pénibles. Et en fait, si t'es pas capable de fermer ton ordi, de dire vous savez quoi, moi en fait ça me saoule, je reviendrai quand vous serez calme et qu'on pourra avoir une discussion, et tu te barres. Mais dans mon quotidien, jamais de la vie je ferai un truc pareil. Dans mon quotidien, j'aurais dialogue. Et tu dis, en fait, là, que tu aies envie ou pas de le faire, c'est la chose qu'il faut faire à cet instant-là. Il faut être capable de dire, vous savez quoi, en fait, je reviendrai plus tard quand vous serez capable d'avoir une conversation adulte, parce que là, en fait, ça sert à rien. Vous êtes juste en train d'essayer de me tendre dans tous les sens. Franchement, je m'en fous, je me casse. Et ça me ressemble pas du tout dans mon caractère. Mais tu te dis, stratégiquement, c'est la chose à faire. Donc, tu le fais. Et ça marche. Ou c'est encore pire que tout. Parce que tu te dis, mais en fait, quand tu es acculé au dernier point de ta négociation, et que en fait, on te roule dessus, tu dis, ouais, vous savez quoi, en fait, je me casse. Puis, je reviendrai quand vous serez raisonnable. Et ça marche. C'est horrible. Parce que c'est pas un truc que tu as envie de faire. Et ben, tu le fais, parce que c'est le truc qui fonctionne. Et voilà. Une info que je n'ai pas. Ouais. Sur June, est-ce que tu as déjà levé des fonds, toi? Ou est-ce que... J'ai fait 2 levées de fonds. Et à quel moment tu as eu besoin? Et à combien tu avais levé? J'ai levé 3 millions avec Alven en 2018. Ok. Et après, je crois qu'on a levé 10 avec Vautier et Famille C en 2020. Ok, donc c'est vrai que tu as déjà fait une belle série, du coup. Ouais. 2020, en plus, c'était quoi? C'était juste post-confinement? Juste après le Covid. Ok. Et aujourd'hui, ça que je ne me rends pas compte, June, alors dans les chiffres que tu as le droit de donner, c'est combien de personnes? Je ne sais pas si tu donnes le chiffre d'affaires, tu donnes la renta. J'ai tous mes éléments de langage sur les chiffres de June. Vas-y. On est une 50aine de collaborateurs, on fait un peu plus de 20 millions de chiffres d'affaires. On est rentable depuis 1 an et demi sur la France, et on est rentable depuis 1 an sur toutes les unités, entités confondues de June. Voilà. Ok, donc 20 millions avec du coup moins de 50 salariés. Donc c'est pas mal.
Pas mal, rentable. Et c'est quoi le but pour toi sur June? Est-ce que June, ça peut être la boîte d'une vie? Je te demanderai pas ton âge, mais c'est là qu'est-ce que tu te vois avoir peut-être un jour une prochaine aventure, ou est-ce que c'est une boîte que tu te vois garder je ne vais pas utiliser l'expression jusqu'au bout, mais tu te vois encore à plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. June, je pense que c'est la boîte de ma vie parce que tu as rarement des boîtes qui ont un tel impact sur le monde dans lequel tu vis et qui atteignent un niveau de... Alors, à notre échelle, hein, c'est pas non plus... Enfin, tu vois, je n'ai pas tous les marchés que j'ai envie d'avoir. Moi, je veux avoir 3% de tous les marchés dans le monde. Je les ai pas. J'ai 3% ah oui, en France. 3%, là, tu feras... on comptera plus en milliards, là, non? Ouais, non, je pense. Peut-être pas, mais en centaines de millions. Non, mais tu vois, j'ai 3% en France. J'aimerais avoir 3% dans 4-5 pays européens. J'aimerais avoir 3% aux US, 3%... Enfin, tu vois, si tu me demandes c'est quoi mon but avec June, c'est d'avoir 3% du marché mondial sur l'hygiène et le soin bébé. Ça, c'est... Donc en fait, si on lit entre les lignes, ce qui veut dire que l'objectif est très élevé et que du coup, tu es prêt à en découdre encore pendant des décennies. Quoi. Mais après, il faut aussi être cohérent qu'il y a certaines choses que tu peux débloquer seul et il y a certaines choses que tu ne peux pas débloquer seul. C'est-à-dire que peut-être un jour, avoir 3% du marché mondial dans l'hygiène et le soin, ça peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à avoir si tu t'adosses avec un autre acteur. Et ça, tu serais prêt à le faire un jour? C'est des gens avec qui tu discutes déjà ou Alors, moi, je discute avec tout le monde parce qu'une partie de mon métier en tant que fondatrice, c'est discuter avec tout le monde. Ouais. Tu vois, je discute avec des tonnes de banquiers, des tonnes de fonds, des tonnes de trucs, alors que la boîte n'est pas à vendre et je ne lève pas d'argent. C'est la base. Vraiment, moi, là, a priori, tu n'as pas besoin de lever d'argent pendant très longtemps. Là. J'ai plus besoin de lever d'argent. Puisque c'était rentable. Pour le restant de ma vie, j'ai plus besoin de lever d'argent. Tu fais du bois. J'ai pas du tout envie de vendre ma boîte. J'adore ce que je fais. Je suis très heureuse dans ce que je fais. Mais j'ai envie d'avoir 3% du marché mondial parce que j'ai envie que June soit un partenaire pérenne sur le très long terme pour toutes les familles dans le monde. Et en fait, ça, il faut savoir si ce qui t'importe, c'est ton ego et ton ownership en disant c'est ma boîte, c'est mon truc et c'est moi, Carole de June, et j'ai encore X% de la boîte. T'es majoritaire ou encore? Je suis encore majoritaire, ouais. Mais je suis toute seule. C'est plus facile quand t'es toute seule de rester majoritaire longtemps. Et la deuxième partie, c'est se dire est-ce que c'est ton ego, est-ce que ce que tu veux, c'est être... Moi, j'ai une de mes idoles, c'est Whitney, la fondatrice de Bumble. Est-ce que tu veux être la nana qui va réussir à faire l'IPO de son truc avec son enfant dans le bras? C'est l'ex du mec de Tinder, c'est ça? Exactement. L'esprit, en fait, où lui, c'était un salaud fini, humiliation devant tout le monde ou quoi. Alors après, c'est le storytelling un peu aussi peut-être, j'en sais rien. C'est un peu ça. Et donc derrière, elle crée Bumble entre guillemets en contre-offre à Tinder. Ouais, c'est le Tinder au féminin, enfin le Tinder féministe. Voilà. Ça reste un lieu de rencontre où les gens se rencontrent pour des raisons qui leur sont propres. Mais néanmoins, ça a enlevé un certain trigger un peu toxique que tu peux avoir sur d'autres réseaux que tu avais, maintenant tu en as un peu moins. Sur des je sais pas, moi du coup je suis partie de cette génération qui n'a jamais pu connaître ce... C'est vrai? Moi je suis avec ma femme depuis 2009, donc moi j'ai pas connu les sites de rencontres comme ça. Tu n'aurais raté, je te rassure. Il paraît. Mais néanmoins, faut savoir si est-ce que tu le fais pour l'ego en te disant je veux faire pareil que ça, je veux aussi faire ce truc dingue machin, ou est-ce que tu te dis en fait c'est ok si tu ne vas pas jusqu'à la batte toute seule, c'est ok s'il y a un mec, c'est pas un mec en tant qu'homme, mais s'il y a quelqu'un qui dans le parcours entre guillemets coop le truc. Moi je dis tout le temps il faut garder les yeux sur le prix, le eyes on the prize, c'est pas le prix l'argent, c'est le trophée, le price. Les yeux sur le trophée. Et en fait moi mon trophée c'est que June devienne et reste un acteur pérenne sur le long terme dans le domaine de l'hygiène et des soins pour enfants. C'est mon job, c'est ma mission. Même si un jour tu dois du coup intégrer un conglomérat ou en fait, à la fin justifie les moyens tant que toi tu vas avoir ton goal. Peu importe en fait les acteurs avec lesquels tu vois. Puisqu'en fait, ce que June fait, c'est de tirer le marché vers le haut dans la qualité, dans les engagements qu'on prend. Je veux pas avoir 3% du marché mondial parce que c'est un chiffre comme ça. C'est parce que je sais que quand j'ai 3% du marché, le reste du marché se bonifie
Parce qu'ils sont obligés de te regarder et donc du coup, ça enlève un peu les extrêmes en fait. Exactement. Si t'es un petit acteur que personne connaît et que t'as aucun impact, tout le monde s'en fout. Si tu deviens un acteur qui est un peu prépondérant, qui a un peu de part de marché, ça tire le marché vers le haut. C'est la même chose en politique. Ça force les autres à être plus transparents, plus ceci, plus cela. Et donc, naturellement, tu as un impact positif sur le marché. C'est ça qui est important. C'est de se dire quel est l'impact que je peux avoir. Comment est-ce que je peux tirer ce marché vers le haut ? C'est tout. Et donc, c'est pour ça que je veux 3%. Je ne veux pas 3% parce que 3% égale plus d'argent. C'est parce que si j'ai 3%, le marché, il va se tirer vers le haut. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire. On est OK. Et du coup, ça, tu te donnes une... Comment tu fonctionnes? Comment tu t'auto-drives? C'est quoi? Tu as des objectifs à l'année ou tu réfléchis même à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans? Ou non, tu es assez court moyen-termiste? Comment je m'auto-drive, moi, en tant qu'entrepreneur ou la boîte? Pour moi, c'est la même question. Alors, comment moi je m'auto-drive Parce que la boîte, je suppose que comme tout le monde, vous avez un plan à 3 ans, à 1 an et après au trimestre. Ouais. Mais toi, comment tu t'auto-drives, toi, puisque c'est toi qui porte la vision de la boîte? Moi, je suis coachée depuis 2018. Par qui, si tu peux... Adrien Falcon. Ah, il est connu. Ouais, il est hyper connu, Adrien. Ouais. Qui a été mon coach. On a énormément travaillé ensemble au début de juin. Il m'a appris beaucoup de choses. Et en fait, le métier de CEO, c'est un métier qui est compliqué parce que c'est un métier sur lequel on ne te forme pas, à part les très très grands dirigeants qui sont formés et qui deviennent tes PDG, puis après tes PDG dans la plus grosse boîte. Tu vois, un Alexandre Montpart qui est un PDG incroyable, il a été PDG de plein de boîtes avant. Et donc en fait, plus ça va, plus c'est des boîtes grosses, plus c'est des boîtes incroyables. Ouais, j'allais te parler de Rami Baïté, qui était l'ex-CEO de Carrefour France, justement, qui sera normalement dans le podcast demain, tu vois. Et donc, tu vois, typiquement, des Alexandres qui sont construits en tant que CEO, qui deviennent ces CEO absolument dingues, il n'y en a pas beaucoup. Notamment dans notre génération, tu deviens CEO un peu par hasard parce qu'il fallait bien que quelqu'un dirige la boîte et que c'était ton idée. Et en fait, tu as plein de types de CEO différents. Tu as des gens qui s'épanouissent vachement dans la phase de la création. Tu as des gens qui s'épanouissent beaucoup dans la phase de structuration. Tu as des gens qui s'épanouissent plus du tout quand il faut structurer. Et ça, c'est plus des gens qui ont besoin après d'avoir un DG qui vient, qui structure beaucoup de choses. Tu as plein de phases. Et moi qui venais pas du tout du monde du business, fallait que j'apprenne plein de choses. Donc en fait, j'avais besoin d'être coachée et d'être mentorée. Pour chaque étape, du coup. Pour chaque étape. Et moi, c'est un truc que j'aimais beaucoup parce que comme j'étais prof, j'adorais apprendre des choses. Donc en fait, fallait apprendre plein de choses. Il y a des trucs que j'ai foirés, il y a des choses que j'ai pas réussi, il y en a plein. Et j'étais hyper contente d'apprendre et d'apprendre de plus en plus. Après, c'est difficile parce que des fois, quand toi, t'apprends quelque chose, mais en fait, l'échec qu'il t'a fallu pour apprendre cette chose-là, il a eu des répercussions sur des gens, sur des produits, sur des trucs. Donc ça, c'est dur à vivre. Et c'est là où le fait d'avoir un coach te permet de toujours te remettre en question, remettre les choses en perspective et savoir sur quoi tu travailles et quels sont les prochains jalons sur lesquels tu travailles. Tu le vois mensuellement? Alors, je le voyais toutes les semaines au début. Ah oui, putain, donc vraiment, on se voyait énormément. Et on avait... après, on est passé à 2 semaines avec un journal en asynchrone. Et maintenant, je suis passée sur son application qui s'appelle Wave.ai, qui est donc du coaching en intelligence artificielle. Oui, c'est lui, Wave.ai, ok. Ouais. C'est ça, je fais le rapprochement. Exactement. Et c'est vraiment, c'est mon rituel du vendredi, 14h30. Mais tu sais que tout le monde devrait être coaché, tout le monde devrait être le coach de quelqu'un. Et les gens qui sont coachs de quelqu'un doivent eux-mêmes être coachés. C'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir coacher toujours. Je garde toujours 3-4 CEO que je coach une fois par mois. C'est vrai ? Et j'ai moi-même un coach que je vois une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois quand j'ai besoin, quoi. Moi, je trouve que c'est un truc qui fait beaucoup de bien. Cet effet miroir, en fait, aussi, surtout. C'est un effet miroir. Et surtout, quand tu es solo founder, tu ne dois pas être en haut de ta tour d'ivoire à contempler le monde. C'est pas possible. Ouais. Tu as besoin d'avoir un partenaire de ping-pong. Et donc moi, je suis très proche de mes investisseurs. Je m'entends hyper bien avec eux. Avec elles, parce que j'ai quand même beaucoup de femmes. Et donc, en fait, on échange vraiment fréquemment, vraiment que sur des sujets strat. Moi, j'ai un board qui est vraiment hyper cool. Et c'est quoi, en mode asynchrone sur WhatsApp ? Ouais, beaucoup sur WhatsApp. Mais c'est vrai que j'ai un board hyper cool et que je n'ai jamais traité comme un board. Je viens pas chercher des bons points ou des claques. Je viens partager de la strat et discuter stratégie avec eux. On a tout le temps été comme ça.
Et ça a toujours vachement nourri, entre guillemets, la strat de June. Et c'est vrai que quand t'es solo founder, t'es obligé de te poser ce genre de questions. Parce que sinon, en fait, t'es tout seul dans ton truc et tu n'as pas de perspective. Donc, c'est vrai que mon coach ou mon comité de direction, c'est des gens qui sont hyper importants. Et moi, c'est vrai que je value... Enfin, c'est des choses qui, moi, me sont importantes. Ok. Je vois que l'heure tourne et ça qu'on avait noté jusqu'à 19. Donc, je suppose comme t'es... on a un chouille de temps. Comme la crèche de mon fils ferme à 18h30, de toute façon, là, la crèche est fermée. Quelqu'un est allé chercher mon fils. J'espère que quelqu'un est allé le chercher, ouais. Oui, sinon... A priori, c'est bon. En fait, sinon, il est possible que quelqu'un débarque à 18h, genre, parce que tout le monde sait où je suis, là, tout de suite maintenant, au bureau. Donc, s'il y avait un problème, vu que le téléphone ne sonne pas, ton téléphone aurait sonné, tu captes pas, ils auraient trouvé un moyen de contacter quelqu'un, il faut absolument que Carole, et machin, truc bidule. Et au pire du pire, quelqu'un serait arrivé pour dire, faut absolument qu'on récupère Carole. Voilà. Bon, écoute, nickel. Bon. De toute façon, en fait, on arrive bientôt à la fin. Moi, il y a une question que je voulais te poser, c'est est-ce que du coup, alors là, on va rester sur le plan entrepreneurial. Mm-hmm. Est-ce que du coup, quand tu regardes 7 ans en arrière, est-ce que tu es fier de toi ? Est-ce que tu es fier de ce que tu as créé ? C'est une bonne question. Je suis fière de ce qu'on a créé. Parce qu'en fait, derrière June, j'ai pas fait June toute seule, hein, j'ai fait June avec une grosse équipe. Et je suis fière de ce qu'on a créé parce que je suis fière de ce qu'on a apporté, entre guillemets, au marché, à la communauté des parents. Et je trouve que c'est un truc positif et bienveillant. Est-ce que je suis fière de moi ? Je suis rarement fière de moi. Je regarde toujours... Je profite assez peu des victoires. Je suis souvent très critique avec les choses que je fais. C'est intéressant ça. Et c'est quelque chose que tu juges négatif ou au contraire, tu te dis c'est bien, comme ça m'oblige à faire toujours mieux ou quoi ? C'est un peu parce que moi, j'avoue parce que moi, je le juge un peu négativement, là, ce que tu viens de me dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, je trouve que ne pas célébrer les victoires, alors être critique envers soi-même, être exigeant, c'est une chose. Moi, je le suis extrêmement. Mais par contre, c'est juste que les victoires, on les célèbre de manière plus courte que le reste, en fait. Moi, je célèbre énormément les victoires de mes équipes. Mais c'est le côté frustrant un peu de notre métier d'entrepreneur. Ouais. Mais le truc, c'est que moi, les victoires, je les vis tellement intensément, mais tellement, c'est tellement, mais c'est tellement court. En fait, tu vois, moi, je suis le foot, c'est toute ma life. C'est-à-dire que moi, un but, je repense au but de Mbappé quand on égalise contre l'Argentine. Mais je pense que donc on est d'accord que c'est pas le foot, c'est le PSG. Ah non, là, je parlais de l'équipe de France, que moi, je suis pas du tout pour le PSG. D'accord, t'es pour qui ? Je suis pour l'OM. Je viens de faire un podcast avec un mec pour l'OM. Eh ouais, et t'es obligé de rester jusqu'au bout maintenant. Ouais. Mais tu vois, par contre... C'est vrai que je lui dis que je suis pour le PSG, il va faire la gueule. Non, tu sais, moi, je suis né à Paris, donc j'ai toujours eu plus de potes pour le PSG ou quoi. Mais écoute, moi, mon beau-père et mon demi-frère étaient pour l'OM. Dans les années 90, j'étais pour l'OM, du coup. Écoute, c'est marrant parce que moi, je suis pour le PSG pour des raisons qui sont très mauvaises. C'est parce que mon premier amoureux, quand j'avais genre 17 ans, on était en Auvergne et il était pour le PSG. Et en fait, il m'a appris à regarder le foot en regardant le PSG. Donc, j'ai jamais connu vraiment d'autres équipes. Normalement, tu aurais plutôt dû être pour l'OL ou un truc comme ça, non ? Alors, son meilleur ami était pour l'OL. Ouais. Il y en a des gens qui étaient beaucoup pour le Clermont Foot, mais j'avoue, ça fait parce qu'en plus, quand tu avais 17 ans, si mes calculs sont bons, c'était à l'époque où Lyon était hyper fort. Lyon était très fort. Ouais. Nous, à Paris, on avait notre ami Pedro Paoletta, qui était un grand joueur. Mais Paris était fondamentalement dans la merde. Donc moi, j'ai aimé Paris à l'époque où Paris n'était pas le Paris d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est facile d'aimer Paris, ils gagnent tout, c'est cool, l'argent coule à flot, machin. Mais non, j'ai appris à aimer Paris à l'époque où Paris... était, je vais pas dire la risée de la Ligue 1, mais on n'était pas... Si, tu peux le dire, la risée de la Ligue 1. On n'était pas bien, alors que Lyon, c'était des dieux, quoi. Ouais. Dominait le football. Mais donc toi, du coup, t'es restée supportrice du PSG ? Je suis restée supportrice du PSG parce que j'étais très amoureuse de mon amoureux quand j'étais petite et que, en fait, j'ai appris à regarder le foot avec lui, avec le PSG. Et alors qu'en effet, à Lyon, tu avais Sonny Anderson qui était genre l'idole absolue de Ah oui, donc toi, en plus, tu parles des premières années lyonnaises, les premiers titres. Vraiment loin, 2000... Avec Grégory Coupet, Sinégovou. Exactement. Grégory Coupet, d'ailleurs, qui habite à Bordeaux, avec qui je joue régulièrement au padel, tu vois. 2001, ouais, ces années-là. Premier titre de Lyon, c'est 2002. Voilà. Et donc, en vrai, c'est à cause de ça. Et moi, j'ai un côté très fidèle. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les mêmes équipes de basket, les mêmes équipes de rugby, les mêmes équipes de foot.
Moi, c'est mon truc aussi. Moi, je change pas de. Je suis pour l'OM depuis que j'ai 10 ans. Qu'on gagne pas. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a eu des années difficiles. Tu vois, même moi, ça fait plus de 25 ans que je suis pour l'OM. On a été champion une seule fois en 25 ans. C'est même quand même 24 défaites et un titre. Non, mais moi, jusque dans les veines, quoi. Mais c'est ça qui est important. Et c'est vrai que moi, je suis très rigoureuse avec moi-même. Je suis très dure avec moi-même. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'il faudra améliorer. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, la première conversation quand on est arrivé, c'est lequel mon beau profil? Et j'arrête pas de dire, ouais, non, mais en fait, de toute façon, je suis potentiellement moche des deux côtés. J'étais pas en mode, je veux trop faire la resta et j'ai trop envie genre d'être trop belle. C'était plutôt, genre, il y a un côté où je suis moins moche qu'un autre. Alors tu pourrais te dire, c'est bizarre de penser comme ça, ce serait plutôt... Et je peux te l'avouer, je t'avoue que je t'ai dit que c'était celui-là parce que j'arrivais pas à différencier, qu'à un moment donné on était assis, il fallait commencer, quoi. Et la réalité, c'est qu'il y a Carole est insécure sur plein de choses et pas bien sur plein de choses, mais Carole June, c'est pas son métier. Carole June, elle est là pour prendre des décisions, faire des décisions, et elle est pas là pour kiffer. Elle est là pour que les choses se passent bien. Et donc, je kiffe quand mes équipes font un truc dingue. On célèbre énormément les victoires parce que j'y crois à fond. Et ça, c'est fort et ça fédère vachement. Mais Carole June, son métier, c'est pas de kiffer. Son métier, c'est où est-ce qu'on va, comment on fédère, comment on signifie. Et c'est vrai que mon ex-mari faisait beaucoup ça avec moi. Il me forçait à me faire kiffer. Donc, il me forçait, par exemple, à chaque levée de fonds, il m'a forcé à m'acheter un truc. Parce qu'en fait, je faisais des cadeaux à tout le monde. Et il me dit, mais achète-toi un truc. Je dis, non, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin. Il me dit, si. Force-toi à t'acheter un truc. Il m'a forcé. Oui. Vraiment, il m'a forcé. Il m'a emmené au magasin. Et il m'a dit, maintenant, tu viens, tu t'achètes un truc. Et c'est comme ça que j'ai acheté mon premier sac à main un peu cher. Parce que je venais de faire des cadeaux à toute ma famille. C'était juste avant Noël en plus. Donc, c'était le moment rêvé pour faire des cadeaux. Et je kiffais ça. Et il m'a dit, non. Il dit, en fait, on va aller là. Tu vas t'acheter un truc. Et j'ai dit, ouais, mais non, mais ça sert à rien. Moi, j'ai besoin de rien. Et en vrai, c'est vrai. J'ai besoin de quoi? De mon fils, de mes animaux. De respirer l'air, tu vois, ça va, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure je prenais l'exemple en fait du sportif et du but. C'est qu'en fait les victoires, moi je les célèbre à fond, mais c'est hyper éphémère. C'est-à-dire que tu marques un but, c'est l'explosion de joie pendant 5 minutes et après bim, la pression redescend et là c'est retour au turbin. Et encore là c'est que le match. Après tout le reste de la semaine, c'est tu fais de la muscu, tu fais des tours de terrain, tu sues, tu t'en pètes. C'est en fait c'est vrai que la plupart du temps notre vie elle est dure en fait, mais on pourrait jamais faire autre chose en fait. C'est ça qui est ouf. Comment tu l'expliques ça? Parce qu'on est fou. Parce que je pense, en fait, il y a une chose que j'ai apprise de notre métier, c'est que le métier te construit au fur et à mesure. Et je te donne un exemple tout bête. La résilience, c'est, je crois, la chose que j'ai le plus construit. Quand j'étais gamine, j'avais, je pense, pas beaucoup de résilience. C'est un mot qui est un peu galvaudé maintenant, malheureusement, résilience. Mais toi, comment tu le définis, toi? C'est ta capacité à faire face aux choses que la vie t'amène, quelles qu'elles soient. Ok. Je trouve, moi, avec une petite once d'amélioration continue que tu t'obliges en fait à avoir. Alors, il y a le côté amélioration continue, mais il y a aussi le côté life moves on. Tu vois, tu dois continuer de vivre. Et donc, tu vois, tu dois te sortir, entre guillemets, de l'ornière dans laquelle tu es. Et c'est une chose que j'ai appris, c'est que plus ta boîte grandit, plus tu vas avoir des problèmes. Après, la bonne nouvelle, c'est que plus ta boîte grandit, plus tu auras des problèmes de grandes boîtes. Donc, plus tes problèmes seront graves. Et je crois que c'est Elon Musk qui dit, en fait, le problème, c'est que plus ta boîte grandit, et en fait, plus tu te retrouves à gérer des problèmes graves et chiants, parce qu'en fait, plus tu as des équipes, et donc plus les problèmes qui remontent jusqu'à toi, c'est les pires et les plus chiants. Et en fait, ton métier... Parce que personne n'a réussi à le faire eux-mêmes, et du coup, ça arrive jusqu'à toi, quoi. Et donc, en fait, plus ta boîte avance, et donc plus on te force à cultiver cette résilience, parce que tu te retrouves en fin de course avec les pires trucs à gérer. Et ça, c'est vrai que c'est dur, quoi. Donc, quelles que soient les choses qui t'arrivent, tu dois les absorber. Et ça te demande une rigueur intellectuelle qui est dingue. Et je pense que on devient vite... moi, je suis, je pense, accro au sentiment que ça me fait ressentir, je sais pas comment dire en français, que ça me procure. Parce que je me dis,
là où je revois la petite fille que j'étais, à qui, si tu lui donnais un problème, était absorbée par le problème. Moi, j'ai fait de la dépression quand j'étais très, très jeune. Donc, en fait, tu te replies sur toi-même en te disant, ce problème devient mon chapeau, ma couverture. Ce qu'on fait maintenant cultive chez nous le fait de dire, ce problème devient mon problème. Et ce problème va devenir une solution. Et mon métier, plus le problème sera gros et plus j'aurai la solution. C'est ça. Moi, en fait, plus ça va, plus la vie avance, plus les problèmes sont gros, comme tu dis. Mais mieux je dors. Tu vois. C'est vrai que c'est ouf, ça. C'est très vrai. Et c'est très, très vrai. Parce que maintenant, en fait, tu vois, et c'est là, en fait, des fois, je peux m'engueuler avec des gens de ma famille ou avec des potes je leur dis, putain, c'est ouf de se noyer à ce point dans un verre d'eau. Et là, en fait, après, à chaque fois, ils détestent, mais en fait, j'essaie de pas le faire, c'est de ramener tout à moi. De dire, putain, mais si tu savais tout ce que j'ai appris, ce que j'ai dû faire dans la journée, mais je le fais pas parce que du coup, ils comprendraient pas. Oui, et puis ça a un côté condescendant quand on le fait. Et c'est vrai que, mais je comprends à 3000% parce que ça te donne une vision. Je sais pas comment dire, c'est un peu comme si quelqu'un... c'est l'habitude, en fait, quoi. C'est quelqu'un met des lumières dans toutes les situations de ténèbres dans lesquelles tu peux te retrouver. Bim, toi, tu es la première personne qui met la lumière. Et ça, c'est un truc que personne ne peut plus t'enlever. Après, ça donne des côtés qui sont durs. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins sentimentaliste que quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je pouvais me mettre dans des états... tu vois, d'hypersensibilité. Maintenant, en fait, t'es là, tu dis, ok, donc le bouton il est là, j'allume la lumière, regardez, voilà, problème, solution. Et t'as beaucoup de logique. Et ça te donne, je trouve, une force au quotidien que j'aime beaucoup. Ouais. Tu vois, c'était Guillaume Moubèche avec qui je discutais, le CEO de Lemlist. Je sais pas si tu le connais. Si, je le connais, on a fait un talk ensemble. J'étais enceinte jusqu'aux yeux. Et il était trop gentil avec moi. Il est ouf, ce mec. Ouais. Il sortait de sa vidéo là, qui avait fait un buzz où les gens... il avait fait un truc un peu clivant et il y avait une tranche de la Startup Nation. C'était le début où tu pouvais commencer à cliver un peu. Et il avait fait un truc qui était clivant. Et je me rappelle, on avait fait le truc ensemble et je connaissais pas ce gars. Et je me dis, bon, alors, il est comme sur la vidéo, il est pas comme sur la vidéo, machin, parce qu'il avait dit qu'il avait genre refusé du blé pour une... En fait, il avait refusé une levée de fonds, en fait. Voilà. Et avec du cash out en plus. Voilà. Et au final, le mec était ultra sympa et il était excessivement précautionneux avec moi parce que j'étais vraiment très enceinte. Et c'était sur la fin de ma grossesse et tout le monde était trop chaud avec moi. Non, c'est un vrai altruiste. C'est un vrai mec sympa. Ouais. Et du coup, il avait une image pour un peu illustrer tout ce qu'on se disait là. C'est qu'il disait en fait, tout le monde en fait devrait un jour prendre une patate dans la tronche. Parce qu'en fait, quand tu t'es jamais battu ou que tu t'es jamais fait frapper, c'est un truc dont tu as peur de ouf. Tu dis, putain, si le mec il arrive, il m'agresse et il met une patate, mais c'est la fin du monde. Une patate physique. Ah oui, une physique, ouais. Ah ouais, non, quand même. Non mais, tu vois, pardon, en fait, tu vas voir, je vais aller jusqu'au bout, tu vas comprendre. Parce que bon, alors moi, je m'en suis déjà pris plein de fois dans ma vie. Donc du coup, en fait, moi, prendre une patate, ça me fait pas trop peur parce qu'en fait, je sais ce que ça fait. Je sais que ça fait pas du bien, mais ça fait mal une seconde, quoi. Après, tout de suite, tu t'es remis. Et en fait, tout ça pour dire que quand tu es entrepreneur, en fait, si je dois filer un peu la métaphore, en fait, c'est comme si c'était un peu ton quotidien, en fait, de te battre. Et donc, du coup, tu n'as pas peur parce que tu sais que tu n'es pas en sucre, tu sais que tu vas pas t'évanouir au moindre coup ou quoi. Et tu sais qu'en plus, maintenant, tu sais quand même, tu commences à savoir éviter les coups, pouvoir les rendre ou pouvoir te défendre, quoi. Alors qu'en fait, quand tu l'as jamais fait, ta peur que tu as, c'est de te faire frapper et de ne pas savoir te défendre parce que tu ne l'as jamais fait. Et je trouve que quand tu es entrepreneur et que du coup, plus tu grossis, et plus tu as l'habitude en fait, de gérer des trucs comme ça. Et donc, du coup, plus tu es armé. Ouais. Mais après, moi, c'est vrai que j'ai toujours... Je sais que tu vois, Anthony parle beaucoup du « ouais, on est une armée, on est des guerriers et tout ça ». Et moi, j'ai toujours dit, non, chez June, on est des chevaliers blancs. C'est-à-dire qu'on n'est jamais là pour dézinguer nos concurrents. Ils sont là, ils existent. Nous, on est là pour... on trace le chemin et on lead the way. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours... je me défends finalement quasiment jamais. Je me défends juridiquement parlant quand je suis attaquée. Mais c'est le seul moment où je me défends. Les rares fois où je me suis fait... où on s'est fait attaquer, où il y a eu des bad buzz, etc., on ne se défend pas. Mais parce que c'est notre ADN, c'est de dire... tu ne peux pas convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus par ce que tu fais. De la même manière que... Surtout sur Internet. Surtout sur Internet. De la même manière que... Moi, j'ai toujours dit aux clients, mes premiers clients et même maintenant,
Je dis, moi, mon but, c'est de faire un produit qui est top, pratique, joli, et de vous expliquer que j'ai fait ce produit top, joli et gratuit et qualitatif. Si à la fin, vous êtes heureux chez un de mes concurrents et que vous n'en avez rien à foutre de ma marque, moi, ce qui m'importe, c'est que vous soyez heureux. Donc, c'est pas d'aller vous faire peur en disant « Ouais, mais un tel, regarde la marque et c'est pas bien, machin ». Ça n'est pas mon job. Parce que moi, je n'ai pas envie de convertir les gens par la peur. Et non, en vrai, le marketing... Stratégie. Oui et non, parce que le marketing dans le domaine du bébé, c'est souvent aussi tu joues un peu sur ces vecteurs-là. Ouais. Sur le côté, t'es pas assez bon parent. Quand je disais pire idée, c'était d'avoir une stratégie de désengage du mec d'en face pour pouvoir vendre ton produit à toi. Ouais, mais dans notre industrie, c'est fréquent. Ah ouais, ok. Parce qu'en fait, tu joues sur la peur fondamentale des jeunes parents de pas être assez bons parents. Et donc, en gros, c'est si tu veux le meilleur produit, si tu veux être le meilleur parent, il faut que tu aies le meilleur produit. Sous-entendant, si tu n'as pas ce meilleur produit, tu n'es pas le meilleur parent. Et c'est ça qu'on a essayé de modifier. Et c'est vrai que c'était différenciant quand on s'est lancé, de dire, il y a plein d'acteurs sur le marché et entre guillemets, tout le monde a sa place. Nous, on fait un produit différent. On fait un produit différent, une manière de le faire qui est différente, un cahier des charges qui est différent. Et si tu es heureuse, et je me rappelle, parce qu'on a fait le SAV et le chat pendant vraiment des années, on avait du chat en live sur le site de June. Et en gros, les gens nous posaient la question, au début, et donc par rapport à telle marque, et donc par rapport à telle marque. Et on disait jamais, on est meilleur qu'eux, on est machin, on est plus, on est moins. Alors les gens nous disaient, vous êtes plus cher. Bah ouais, c'est vrai, on était un peu plus cher parce qu'on était made in France, parce qu'on était transparent, parce qu'on était une petite boîte, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes coûts que des boîtes plus grosses. Mais on n'essayait jamais de dire, ouais, donc en fait, les autres, ils sont moins machin. La presse, les clients l'ont fait à notre place. Mais nous, on ne l'a jamais fait volontairement. J'ai dit, nous, on est le chevalier blanc. On n'est pas là pour écraser les autres. On est là pour mener le chemin. Il y a un côté un peu messianique dans la mission. Ouais. Et qui, pour moi, était important. Et donc, c'est pour ça que même quand tu as envie, même quand tu aimerais dire injustice, tu ne le fais pas. Parce que si tu dis injustice, tu tapes sur d'autres. Tu tapes sur d'autres en disant s'il y a une injustice, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont mis dans cette injustice. Et tu te dis, c'est pas mon travail, c'est pas mon job. Mon job, c'est, entre guillemets, mener le chemin. Et donc, même si c'est dur, et même s'il y a des fois où tu te dis, tel concurrent, il abuse, moi, je me retrouve à être interdite d'utiliser des éléments de langage que 100% de mes concurrents utilisent. Littéralement. C'est ok. C'est comme ça, c'est pas grave. Je vis avec ça. Et ça me va. Parce que c'est la mission que moi j'ai. Quand je dis ça, on a l'impression que c'est la mission, elle est folle, cette fille, avec ses missions. mais c'est important. Moi, je pense que j'ai une avant-dernière question pour toi. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup d'amis dans l'écosystème entrepreneurial ? Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que tu passes beaucoup de temps avec des gens ? Est-ce que on va dire que tu as une famille de potes qui sont sûrement peut-être pas entrepreneurs et une famille de potes qui sont entrepreneurs et avec qui tu passes le plus de temps ? C'est une très bonne question et j'en parle souvent. Ce sont mes fameux 14 frères. Ils ne sont pas 14, ce ne sont pas mes frères, mais ils sont quand même assez nombreux. Et pourquoi 14 du coup ? C'est quoi ? C'est le nom d'un bouquin ? Je ne sais plus, parce qu'un jour, quelqu'un m'a fait la blague et c'est resté. Okay. Un jour, il y en a un qui a dit « Ah, machin », et en fait, c'est resté. Pour plein de raisons. Déjà parce que moi, je viens d'un monde très différent. Je faisais des études de littérature. En même temps, j'étais comédienne. Donc, j'avais déjà de base des mondes qui ne se correspondaient pas. D'où le nom Juge Léweline. Juge, c'est mon nom de naissance. Léweline, c'était mon nom d'artiste. Et en fait, quand j'ai lancé ma boîte, ma deuxième boîte, donc June, c'était plus possible d'être Carole Juge et Carole Léweline. Puisque, en étant extrêmement transparente, Carole Juge, la prof, était prof de jour. Carole Léweline, la comédienne, était comédienne le soir au théâtre et comédienne dans des films. Et la seule fois de ma vie où je me suis retrouvée avec un problème, les deux Carole l'une face à l'autre, c'est quand Taken 3 est sorti. Je me rappelle très bien parce que Taken 3 sort et j'ai une petite scène dans Taken 3, j'ai genre 3 jours de tournage dans Taken 3.
3 jours de tournage, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas de la figuration, quoi. Non, mais genre, t'as des répliques et tout. Ouais, j'avais des répliques, mais j'avais pas beaucoup de mérite. C'est parce que, comme je parle anglais couramment sans accent, et quand il faut des américaines, et quand tu tournes un film, tout Taken 3 se passe en Californie. Et donc, en gros, il faut une actrice qui parle anglais comme une américaine, mais tout est tourné au studio à la Plaine-Saint-Denis, à part les extérieurs qui sont parce que Taken, c'est Luc Besson dans la production. C'est EuropaCorp. Donc, EuropaCorp. Et donc, j'avais déjà fait 2-3 trucs avec EuropaCorp. Et donc, la directrice de casting me connaissait. Elle me fait passer un casting par Skype avec Olivier le réal. Allez, Skype, on est dans une autre époque. Hein. Ouais, dans un autre monde. Il me dit, ouais, très bien, ok, super, Carole. J'arrive, bim, on me wardrobe, etc. Et derrière, go. Donc, le cinéma, tout est très rapide, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout le théâtre où tu as des heures de répète et tu répètes beaucoup et ton intonation et ta voix et ton positionnement, machin. Le cinéma, il y a un côté très immédiat. Il faut être bon tout de suite. Et après, tu peux refaire des prises, mais en fait, tu peux pas non plus faire 100 prises, tu vois. Ouais. D'autant plus que la scène que nous, on a, c'est le drugstore dans lequel Liam vient tuer Maxime, qui est le méchant qui me drague, et donc je joue la meuf qui se fait draguer par ce mec. Et en fait, comme c'est dans un drugstore, à chaque fois qu'il lance la scène et la bataille, ça fait péter des tonnes, genre 200 bouteilles. Ah, il fallait pas que tu te loupes. Et quoi, derrière, sinon... en fait, faut remettre l'intégralité des bouteilles. Donc en fait, entre chaque prise, t'as 2 heures. 2 heures? Bah parce qu'en fait, il faut tout nettoyer. Ah ouais. Nettoyer le verre, enfin le faux verre, enlever la flotte, remettre les bouteilles. Ah, donc t'as une scène avec Liam Neeson. Ouais. Ah, stylé. Et très grand et très gentil et très à l'image qu'on se fait de lui d'ailleurs. Moi, c'est vrai qu'on a une bonne image de lui. Ouais. Et donc, le truc de ça, c'est que quand ce film sort, je suis prof à l'époque à Paris 12, à Paris-Est-Créteil, l'université Paris-Est-Créteil, et j'ai cours le mercredi. Et le mercredi à 12h30, je vois des étudiants arriver en tour de salle. « Madame, on vous a vu dans Taken 3 !» Et je regarde, je dis « Non, c'est pas moi, ça doit être quelqu'un qui me ressemble, mais vous êtes sûr ?» Et en fait, toute la journée, ça dure comme ça. Et là, je me dis... bon. Parce que Taken 3, c'est quoi? C'est au moins 2-3 millions d'entrées, non? C'est un truc énorme. Ah ouais, non, c'est un gros film. Ouais. C'est un gros truc. Mais en fait, le problème, c'est que jusque-là, j'avais tenu mes 2 carrières complètement séparées. Personne ne savait que j'étais au théâtre quasiment tous les soirs. Les 2 mondes ne se rassemblaient pas du tout. Et c'était avant qu'il y ait quand même cet événement digital très, très fort. J'avais un Instagram qui était purement artistique. Et les 2 mondes, vraiment, personne ne savait, quoi. Au sein de l'université, personne ne savait que j'avais une carrière en tant qu'actrice, parce qu'en plus, j'avais peur. J'ai joué dans une comédie de boulevard pendant 1 an et demi, c'était pas Shakespeare, quoi. Et donc, j'avais peur du regard des profs, parce que c'est un milieu qui est très politique, l'université française. Donc, vraiment, j'avais une appréhension sur ça. Déjà, quand ils ont découvert que j'avais un passé de Miss, ça a été hyper compliqué. Donc, tu vois, dans le monde d'avant, ces 2 trucs étaient complètement séparés. Et quand Taken 3 est arrivé, j'étais un peu, bon, il y a ma tête, tu peux pas, voilà, à la fin, je disais, oui, non, c'est pas moi, non, c'est peut-être, j'ai une jumelle, enfin, tu sais plus, donc au bout d'un moment, tu dis, ouais, bon, ok, c'est moi, et puis tu passes à autre chose. Et puis bon, un film, c'est assez, le cycle d'un film, c'est assez rapide, c'est 3-6 semaines, quoi. Au bout de 3-6 semaines, les gens, ils passent à autre chose. Et donc, à ce moment-là, c'est le seul moment où les skis se sont croisés. Et quand j'ai lancé June et que donc j'ai signé chez Image 7, ils m'ont dit, par contre, Carole Juge ou Carole Léoline, ça suffit cette histoire. Soit tu es Carole Juge, soit tu es Carole Léoline, soit tu es Carole Juge Léoline, mais tu ne seras pas 2 personnes séparées. Parce que tu vas continuer d'écrire des bouquins. Ils m'ont dit, oui, tu continueras de faire des films. Alors, pour le coup, non, je n'ai pas continué de faire des films. Mais tu peux pas être... Et elle m'a donné un exemple qui était très bon. Elle dit, on peut pas te mettre dans le L en tant qu'entrepreneur 1 semaine avec un nom, et te mettre 3 semaines plus tard dans le même L pour un roman que tu sors. Ça marche pas. Tu dois être la même personne. Donc tu vas arrêter de cacher, de pas assumer ton identité artistique et qui tu es. Tu es la même personne, donc assume. Et donc là, il fallait choisir. C'était Carole Juge, Carole Léoline. J'ai dit non, on va faire Carole Juge-Léoline. Donc je suis restée, entre guillemets, Carole Juge-Léoline à cette occasion. Et on a le droit à ça après? Genre sur ta carte d'identité, il n'y a que Carole Juge ou tu as le droit de rajouter? J'ai toujours eu les 2 depuis que j'ai 14 ans parce que j'ai commencé d'écrire quand j'étais très jeune. Et en fait, j'ai été nommée à 14 ans pour le prix du scénario du meilleur scénariste junior de la ville de Paris, de l'ancien festival du film de Paris. C'était quoi, un scénario de court-métrage? Non, c'était un long-métrage, 1997. Non, c'était avant. J'avais 14 ans, donc ça devait être 80 ou 96, 97. J'étais la plus jeune participante à ce prix, je crois même encore aujourd'hui.
puisque j'avais écrit un scénario de long métrage à 14 ans. Ouais. Et c'était quoi l'histoire ? Oh mon Dieu, je crois que c'est une question qu'on m'a jamais posée. Et tu sais que du coup, j'ai écouté, parce que quand même, en fait, en général, je bosse pas trop les podcasts avec, que je vais faire. J'écoute juste genre 1 heure avant, tu sais, la première demi-heure en x2 d'un autre podcast. Et justement, je t'ai entendu dire ça. Et je me suis dit, putain, il faut que je pense à lui demander c'était quoi l'histoire. C'était une histoire hyper dure. C'était une histoire très dure. C'était l'histoire d'une petite fille qui avait... ça se passait dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui a une relation incestueuse avec son grand frère qui a 10 ans de plus qu'elle. Et son grand frère est envoyé par ses parents faire ses études aux États-Unis, en Europe. Et quand il revient aux États-Unis 10 ans plus tard, sa petite sœur, entre guillemets, est devenue une jeune femme. Et c'est tout l'enjeu de la relation qu'ils vont réussir à construire ensemble, sachant que lui est marié et a un enfant. Et donc, c'est l'enjeu de ce huis clos un peu familial entre des parents qui, pour protéger, entre guillemets, leur petite fille, ont envoyé un grand frère à l'étranger, qui revient dans leur vie avec des enjeux familiaux compliqués. Et c'est pour ça que j'ai changé de nom quand j'avais 14 ans, pour une raison très simple, c'est parce que Juge, c'est le nom de mon papa, et parce que écrire un scénario comme ça à 14 ans appelle une question fondamentale. Les gens, ils vont se demander si tu racontes ton histoire. Exactement. Ouais. Est-ce que c'est issu de ton histoire personnelle ? Et mon papa est un homme absolument charmant, avec qui j'ai une relation qui n'est absolument pas de ce type. Et je ne voulais pas que quiconque se pose la question. Ouais, je comprends. Est-ce que ton père t'a fait ça ? Et donc, j'ai dit non, mais je dois changer de nom parce que je veux protéger, entre guillemets, l'anonymat de ma famille. Et j'ai des histoires dans la tête qui peuvent être parfois un peu bizarres. J'avais lu beaucoup de Shakespeare quand j'étais petite, donc c'est aussi pour ça Shakespeare écrit des trucs un peu durs. Et je ne voulais pas que quiconque se dise ça, c'est ce que Carole a vécu. Et j'étais petite, j'avais 14 ans, donc vraiment, quand tu écris ça à 14 ans, ouais. 99% du temps, on va te dire c'est ton histoire. J'ai fait non, les gars, j'ai beaucoup lu de Shakespeare, j'ai beaucoup lu de bouquins, très certainement pas adaptés à mon âge, mais j'adorais lire et j'adorais lire dans plusieurs langues. Et donc, j'ai écrit ce scénario qui a donc été nommé au Festival du film de Paris. Tu l'as encore, le scénar, quelque part ? Ah oui, bien sûr, j'ai tous mes scénars. Ouais. Et parce que ça ferait même un bon roman, ça. Je l'ai en français, je l'ai même traduit moi-même en anglais, parce que je rêvais que Martin Scorsese fasse le film. J'étais petite, j'avais le droit d'avoir des rêves quand j'étais petite, quoi. Et voilà, et c'est vrai que... C'est mon réalisateur préféré, donc tu vois, au moins on n'était pas d'accord sur le foot, mais on est d'accord là-dessus. Hein. Ouais, j'ai changé, tu vois, Martin Scorsese, je crois, c'est la seule... Moi, j'ai pas, à cause de ça, j'ai rencontré des grands acteurs quand j'étais très jeune, puisque à 14 ans, on m'a fait venir à Paris, la cérémonie, on m'a présenté à tout le monde en disant que j'étais... l'avenir du cinéma, enfin des trucs lunaires, tu vois. J'ai rencontré Depardieu, j'avais 14 ans, j'ai rencontré Lambert Wilson, j'avais 14 ans, et tu comprends pas ce qui t'arrive, tu dis qu'est-ce que c'est que ça, moi j'ai juste écrit un scénario, c'est une histoire un peu dure, et je pense que ça marque les esprits de se dire putain, il y a une gamine de 14 ans qui écrit un scénario aussi dur à 14 ans alors que c'est pas son histoire, tu dis waouh. Et puis, ils avaient l'air de dire que c'était bien écrit, donc je dis, ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'en fait, tu l'avais écrit vraiment en mode scénar, avec du coup les scènes, enfin en fait, comme si tu pouvais le donner à un réalisateur et maintenant dire, vas-y, réalise mon film. Quoi. Et les répliques étaient, comme je venais du théâtre et que ma grand-mère était costumière de théâtre, j'avais beaucoup fait de théâtre quand j'étais petite, et donc j'avais un sens de la réplique qui était plutôt bon, et donc je pouvais écrire de bonnes répliques à 14 ans. C'était marrant. Enfin, je pense que maintenant, enfin bref, je sais pas si... Enfin, je pense que c'était bien parce que j'avais 14 ans. Je pense que maintenant, on lirait ça, une personne adulte se dirait, ouais, en fait, c'est nul. Mais c'est juste que comme j'avais 14 ans, tu vois, il y avait ce côté un peu, waouh, à 14 ans, c'est bien de faire ça. Mais donc, j'ai jamais... Comme j'ai rencontré des gens très connus quand j'étais très petite, j'ai jamais développé ce côté, je suis starstruck par des gens. Genre, quand je croise quelqu'un de connu, ça me fait ni chaud ni froid. À une exception, c'est Martin Scorsese. Parce que j'étais invitée à Cannes à faire la montée des marches du film de Scorsese. Il y a lequel ? Celui... Killer of the Flower Moon. Ok, celui qu'il a fait avec DiCaprio et De Niro. Exactement. Et donc j'ai fait la montée des marches de ce film et je suis dans la salle et je vois le film pour la première fois à Cannes à ce moment-là. Et il se trouve que donc dans la soirée, après je rentre dans mon hôtel, je me change, je fais la deuxième montée des marches. Je crois que c'était pour mai-novembre. Et donc ensuite, en sortant de la deuxième montée des marches, donc du deuxième film, il est genre 1h du mat'. Et à ce moment-là, on dit on va chez Alban. Alban, c'est genre le lieu de la teuf à Cannes. Et en fait, Alban, c'est au dernier étage d'un hôtel. Et quand on arrive pour aller chez Alban, donc
tu fais pas la queue, puis c'est un truc hyper select, t'as des listes et tout. Et quand t'arrives, donc on arrive, machin, puis on attend le mec qui est avec nous, hop, et donc chez Alban, t'as que des gens connus. Vraiment, t'as pléthore de gens connus. Tu vois, tu fumes une clope avec Guillaume Canet, tu croises, tu taxes du feu, bref. Et donc, je vais pour monter l'escalier, et en fait, à ce moment-là, il y a un gros garde du corps qui arrive avec un petit mec. Et en fait, au moment où je vais pour monter, comme j'ai une robe qui est un peu... Je prends ma robe, et en fait, le mec me passe devant. C'est Scorsese. Scorsese, il est 2 marches devant moi, devant l'escalator, et il est tout petit. Et il a un très grand garde du corps, et je me dis, il va chez Alban, il va chez Alban. En fait, non, c'était son hôtel, il allait se coucher. Et à l'intérieur de moi-même, je fais... J'aimerais tellement lui demander un selfie. Et en fait, c'est la seule fois de ma vie où je me suis retrouvée comme une gosse devant ce mec. Moi, j'aurais pas pensé au selfie, mais au moins aller lui dire thank you. Juste lui serrer la main, quoi. Je suis à un tel moment, mais il est 1h du matin. Et puis, c'est 1h du matin à Cannes, tu vois, t'es habillée en mode princesse avec des cheveux partout, des robes, des trucs. Et tu te dis... Tu vas pas lui dire, tu peux pas lui dire, waouh, votre filmographie, machin, vos films ont changé ma vie parce que il est 1h30 du matin. C'est pour ça que moi j'aurais juste dit merci et juste j'ai serré la main de Scorsese. Et en fait là, t'as envie de te dire, c'est le moment, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu ce réflexe de dire, j'aimerais trop avoir une photo avec ce mec pour dire, je l'ai vu quoi. Ça m'a mis les larmes aux yeux de le voir. Et quand je suis arrivée après chez Alban, j'ai parlé que de ça toute la soirée. Je pense que j'ai fait chier tout le monde en mode, c'est bon, t'as croisé Scorsese dans un escalador, mais c'était un moment dinguissime pour moi parce que je venais de voir son film et j'ai vu tous ses films et j'ai vu tous ses films en long, en large et en travers et enfin tu vois, j'ai regardé Taxi Driver, j'étais toute petite, moi j'étais trop petit voir même ce film à cet âge. La première fois que je l'ai vu, j'étais trop petit même. Pas du tout, c'était pareil. Et j'ai vu son documentaire et j'avais commandé à Noël avant que le documentaire existe. Lequel en français. Documentary, le film, là, j'arrive plus à le lire en français, le livre documentaire à travers l'histoire du cinéma américain de Martin Scorsese. Et en fait, ils avaient sorti un livre en français avant de sortir. À l'époque, t'avais pas les films en streaming, t'avais pas les DVD en français, machin. Et donc moi, j'avais commandé à Noël, c'était genre le cadeau que j'attendais le plus, c'était le livre tiré de ce documentaire qu'avait fait Scorsese. Ah putain, mais attends, mais il me dit rien ce documentaire, faut que je le voie. Hein. Ouais, tu vois, c'est vraiment c'est ce que Scorsese, c'est la vision de l'histoire du cinéma américain faite par Scorsese. Bah, tu vois, moi, mon premier, l'un de mes premiers vraiment coffrets DVD que j'avais vu, c'était un coffret DVD de Scorsese où j'avais eu du coup, c'était l'époque où tu vois Gangs of New York était sorti, son tout premier. Ouais. Avec DiCaprio. Et d'ailleurs, tu sais que normalement, De Niro devait jouer. C'est De Niro qui devait jouer le rôle de Lewis. Et c'est De Niro qui a conseillé à Scorsese de prendre DiCaprio, parce qu'ils avaient joué ensemble un film où tu sais, il joue le beau-père. This Boy's Life, qui est un film qui est le deuxième film de DiCap, je crois. Ouais. Parce que j'ai vu tous les films de DiCaprio. DiCaprio, ouais, parce que l'un de ses premiers où il crève l'écran, c'était Basketball Diaries. Basketball Diaries. Là, c'est fort. Hein. Ouais. Là, cette scène, tu sais, où il est juste derrière la porte, et en fait, parce qu'il est, du coup, c'est un jeune drogue addict, et qui, du coup, sa mère le fout dehors, parce qu'en fait, sinon, il rentre, il vole de l'argent et tout. Cette scène où il entrouvre la porte, et sa mère est juste derrière, elle peut pas lui ouvrir, parce que si elle lui ouvre, il pleure. Et là, tu dis, ce mec, il va vraiment crever l'écran. Je trouve un des plus beaux films de DiCaprio, c'est Gilbert Grape. Où il joue un autiste. Qui est un film incroyable. Et c'est marrant parce qu'en fait, on oublie beaucoup, mais il a été nommé aux Oscars pour ce film-là. Pour meilleur second rôle, c'était sa première nomination. Et c'est marrant parce que quand Baz Luhrmann le choisit pour être acteur dans Roméo et Juliette, il se prend un bâche de son producteur qui dit « Mais pourquoi tu veux prendre un autiste pour le rôle de Roméo ?» Parce qu'en fait, le producteur ne savait pas que que Léo était juste un acteur de talent et qu'il n'était pas autiste. Parce qu'il joue le frère de Johnny Depp qui en fait est la tête de gondole du film et en fait c'est une méga star, Johnny Depp. C'est déjà une méga star. C'est lui qui porte l'intégralité du film. Et en fait c'est DiCaprio, en fait on ne voit que lui dans le film. Il lui vole complètement la vedette quoi. Ah, il est non, Johnny Depp est ouf dedans, mais en fait moi parce que moi tu vois on parlait de Scorsese, en vrai moi ma véritable idole c'est DiCaprio. Bah alors tu vois moi c'est marrant parce que je croise DiCaprio, ça me fait plaisir. Mais Scorsese, ça me met en transe ultime. Je croise DiCaprio, je vais lui faire un bisou sur l'épaule direct. Alors moi, comme je suis une femme, je croise DiCaprio. Je pense que si je vais lui faire un bisou sur l'épaule, ça fait vraiment cringe à mort, quoi. Ouais, moi je m'en fous, franchement. Je le serre dans mes bras, je lui dis merci pour tout. C'est DiCaprio, moi c'est mon idole, mais infini, quoi. Mais alors moi vraiment, c'est très Scorsese. Ouais. Parce que j'ai ce côté-là...
il m'a donné envie de faire artistiquement tout ce que j'ai pu faire. Et il a approfondi tout ce qu'il y avait d'artistique en moi, a été approfondi et illuminé par ce qu'il a pu faire. Et par sa vision du monde qui était à la fois... C'est ma signature de mail perso qui dit la plus belle chose de la littérature, c'est de réussir à te faire plonger dans le cœur des ténèbres et d'y voir une chose de beauté, ce qui rallie en anglais plusieurs mots importants. Le cœur des ténèbres, qui est le livre de Joseph Conrad, dont est tiré Apocalypse Now, et une chose de beauté, qui est le plus grand poème de John Keats. Et donc cette citation-là résume à elle toute seule la beauté de l'art et de la littérature, mais de l'art dans sa plus grande, dans sa plus grande puissance. Tu vas voir quelque chose. Moi, tu m'emmènes au musée d'Orsay, tu me mets devant les raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte, je pleure. Parce que dans ce tableau, il y a quelque chose de fondamentalement puissant. Ça résume une époque, ça résume une beauté, ça résume une dureté, ça résume une condition, ça résume un monde à l'intérieur d'un tableau. Et ça ne fait pas cet effet-là à tout le monde. Ça fait cet effet-là à moi, puis peut-être à d'autres gens. Mais je te mets devant les raboteurs de parquet, tu vas dire... Okay. Moi, en fait, l'art pictural, je vais réussir à trouver ça joli, à voir l'esthétique, mais ça me procure zéro émotion. Tu vois ? Au contraire du cinéma. Mais c'est ça qui est beau avec moi, l'art. Le cinéma, regarde, mais moi, à tous les niveaux, hein, hier, j'ai juste regardé les Gardiens de la Galaxie 3. J'ai pleuré à la fin. C'était émouvant parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une histoire d'amitié. Ils s'aiment tous entre eux. Ils sont prêts à tous risquer leur vie les uns pour les autres. Moi, le cinéma m'a toujours fait cet effet-là, mais peut-être parce que toi, petite, on t'a mis un livre dans les mains. Moi, petit, ma mère... le cinéma, moi, je pleure devant King Kong à la fin. Y a pas ma mère, comme moi, j'avais 8 ans et demi, elle m'enregistrait tous les Indiana Jones, tous les films de Steven Spielberg. Après, quand j'étais plus grand, elle m'avait enregistré Les Affranchis, elle m'avait enregistré Casino. Après, quand j'étais un peu plus grand, elle a commencé à m'enregistrer tous les films sur le Vietnam, tous ces trucs-là et tout. Et en fait, grâce à ma mère, du coup, moi, le cinéma, c'est un truc qui a toujours porté ma vie. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les films, que je regarde beaucoup de films. Et que je suis très content. Je pense qu'on va arriver sur la fin du podcast. Je suis très content qu'on finisse en ayant parlé de cinéma. Parce que du coup, c'est vrai que c'est ma passion. Et franchement, ça pourrait presque être plus ma passion que le business. Mais bon, après, il faut faire des choix dans la vie. Et... écoute, je suis très content qu'on ait passé c'est presque 2 heures ensemble. Franchement, on a parlé de plein de choses. Je suis content de me dire que c'est peut-être pas le même podcast que tu as eu l'habitude de faire. Non, parce qu'on n'a pas du tout fait le côté Wikipédia. Tu vois. Ouais, mais j'aime bien faire ça et j'aime bien justement faire des moments comme ça qui sont assez libres pendant 2 heures. Je pense à rien d'autre. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit sur la dernière demi-heure quand on parle de cinéma. Comme je suis pas médiatraînée pour parler de cinéma, je pars dans tous les sens, tu vois. Tu me lances dans un truc, je dis attention, c'est génial. Et ça, c'est kiffant. Et c'est aussi ça la beauté de notre métier, c'est que tu sais pas trop où tu vas, quoi. Eh ben écoute, parfait. Je posais du coup une des dernières questions. Vas-y. Si du coup je devais inviter 1 ou 2 personnes, encore une fois, pas forcément des gens qui sont forcément connus et franchement pas forcément des entrepreneurs ou entrepreneureux. Si tu devais me mettre en relation avec quelqu'un pour être à ta place dans un prochain épisode, alors ce serait qui ? 2 noms. Vas-y. J'ai donné un nom business et un nom pas business. Vas-y. Le nom business, c'est Paul Lay, fondateur de La Belle Vie. Ah, il vient déjà. Ok. Le mois prochain, donc donne-moi un autre. Et alors, le deuxième nom, c'est Rim Kérissi. Ok. Je t'explique pourquoi. C'est une copine, elle est trop sympa. Et en fait, on a l'impression que c'est une actrice, machin. C'est une super actrice. Très comique, très, très drôle. Elle a fait 3 films. Mais c'est celle qui a fait Chien et Chat, là. Ouais, exactement. Et en fait, réaliser, porter des films en tant qu'auteur, réalisateur, interprète, c'est vraiment, vraiment dur. Et donc, je te dirais, elle. Tu as aussi Elsa Zilberstein, puisqu'on a fait un truc avec elle il y a 2-3 mois. J'ai vu récemment le film à Simone. Et donc, elle parlait justement de Simone et on parlait justement du financement des films portés par des femmes ou dont le personnage principal est une femme. Et ça paraît bête, mais c'est dur. C'est dur de financer des films, de faire financer des films quand tu es une femme. C'est dur de monter des films quand tu es une femme. C'est dur de monter des films où ton personnage principal est une femme. Et donc ça, c'est la discussion qu'on a avec Elsa Zilberstein parce
Parce que Simone, tu te dis, c'est un énorme succès, le film a dû être trop facile à monter, elle te dit pas du tout. C'est forcément plus facile parce que c'est Elsa Zilberstein et qu'elle a une certaine forme de notoriété. Parce que c'est elle qui le réalise aussi ? Non, mais c'est elle qui le produit. Ah, donc c'est elle qui le porte, du coup. Ouais. C'est elle qui le porte. Et donc, au final, tu te dis, mais c'est dur et c'est important d'en parler. Et donc, je me dis, Rim, qui vient de sortir son 3e film. Franchement, je serais méga bouillant de parler cinéma et de parler de création de cet objet artistique qui est un film. Je serais trop chaud pour une mise en relation. Avec plaisir. Écoute, merci beaucoup, Carole. Je vais remercier aussi nos amis de Podspace pour ce setup qui est franchement très beau. Magnifique. J'aime bien la déco. Ceux qui ont écouté jusqu'au bout et qui ont écouté en plusieurs fois, évidemment, merci à vous pour l'écoute. Si vous êtes en audio, évidemment, mettez 5 étoiles. Ça m'aide énormément à exister dans cette jungle qui est le podcast. Si vous écoutez sur YouTube, en vrai, mettez un like, abonnez-vous, un commentaire sympa, vous donnez votre avis. Et puis, si vous ne mettez rien, c'est très bien aussi. En tout cas, merci d'avoir écouté. Merci beaucoup, Carole. Avec grand plaisir. Et à très bientôt à tous.